Je me lance en ligne, sauf qu'en fait, j'échoue, mais genre massivement. Ma banquière m'appelle, Monsieur Pétavin, comment allez-vous? Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Antoine Pétavin. À 44 ans, Antoine est un serial entrepreneur qui possède notamment le site jerécupèremonex.com. Doté d'un grand sens de l'humour et champion de la digression, il s'est amusé à sortir du cadre du podcast tout au long de l'épisode et à semer des appels à l'action ludiques et loufoques. Je vous souhaite une bonne écoute, soyez bien attentifs à cet épisode plein de surprises. Bonjour et merci Antoine d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Développement Royal. Moi, je t'avais découvert indirectement. J'avais déjà d'abord vu ton site internet. Je savais pas au départ que c'était toi derrière. Et puis ensuite, plus récemment, avec les réseaux sociaux, je t'avais redécouvert, on va dire. Mais je vais laisser te présenter succinctement et puis on reviendra un petit peu sur ton parcours. Eh ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Déjà, quel bonheur, quel plaisir. Je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 44 ans. Mes amis disent de moi, Antoine, c'est difficile de savoir ce que tu fais dans la vie, mais c'est très simple au final. Et je fais beaucoup de choses. C'est ça, c'est ça qu'il faut savoir. Je fais beaucoup de choses, mais ça a toujours un sens, en fait. Dans ma tête, ça a un sens. Et quand j'étais jeune, je cherchais une colocation à Paris. J'ai créé un site qui s'appelait colocation.fr. Après ça, j'ai cherché à me trouver une amoureuse. J'ai lancé un guide de séduction pour m'auto-apprendre à séduire. Un peu plus tard, je me suis mis en couple et j'ai découvert que j'avais des soucis de couple, que c'était compliqué. Donc, j'ai créé un site qui s'appelle jerécupèremonex.com qui permet de, si on a un souci de couple, de le résoudre, de récupérer son ex. Aujourd'hui, j'apprends aux entrepreneurs à entreprendre parce que j'adore l'entrepreneuriat et probablement que dans 20 ans, j'apprendrai comment résoudre son mal de dos quand on est à la retraite ou comment être un retraité heureux. Donc voilà, j'ai des produits qui suivent ma vie en fait. C'est ça le truc et j'ai un plaisir dingue et monstrueux à ce que tout ce que je fais suive ma vie au quotidien. Super introduction. J'ai lancé un projet qui est dingue. Faut que je t'en parle. J'ai lancé un projet qui est dingue. Ça va t'intéresser sur les humoristes en ce moment-là. Les humoristes. Eh bien, effectivement, ça part, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi qui pensais être parfois un peu dispersé, je crois que j'ai trouvé mon maître à penser. Et c'est dispersé vu d'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un fondement. Il y a quelque part dans mon cerveau, il y a un fondement. Le machin est non, logique. mais je sais, il y a toujours une ramification. C'est un peu, tu sais, je fais une digression, mais tu te rappelles quand on était môme et qu'il y avait, je sais pas, dans un Picsou magazine, ça, ou un truc comme ça, tu sais, t'avais les points fléchés où tu devais suivre un parcours sinueux, mais à la fin, t'arrivais, voilà, c'est un peu ça. On va revenir un peu sur l'origine de ton parcours. J'aime bien le faire pour les auditeurs, pour voir un petit peu faire des comparaisons, tu vois, de parcours de vie, etc. T'as commencé où? Enfin, tu viens de quel endroit? Quelle est un peu tes fondations en fait? Quel était ton parcours quand tu étais enfant, adolescent J'ai démarré. Moi, je suis issu d'une famille de salariés. J'avais une mère qui était instite et un père qui était employé à la banque et pour qui le salariat c'était tout dans la vie. Il fallait s'y dédier et avoir une bonne situation. Après ça, avoir un bon salaire et après ça, faire ses heures et surtout pas plus. Enfin, c'était ça à peu près. C'est pas du tout une critique et je respecte totalement cette vision de la vie. Hein. C'était le fondement même de la chose et je suis parti là-dessus. J'ai fait des études d'ingénieur. Je suis sorti diplômé. J'étais travaillé chez SFR, Orange, Bouygues, etc. Et puis, au bout de 3 ans, patatras, je réalise que je n'ai aucune compétence pour suivre les projets de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas bon pour réaliser les projets de quelqu'un d'autre. Je suis pas bon pour réaliser les projets de mon patron qui me demande de faire des choses, de mon chef d'équipe, pour suivre quelque chose dans lesquels je crois pas forcément. Je suis pas bon pour rendre Bouygues et SFR. Et alors, je suis désolé à tous mes patrons qui m'écoutent. Je suis pas bon pour me dire que Bouygues fera plus 20% de chiffre d'affaires. Ça me concerne pas. J'ai l'impression d'une part de pas impacter les gens de la bonne manière et d'autre part que la manière dont c'est fait n'est pas celle que moi j'aurais utilisée et je me dirige en douceur vers l'entrepreneuriat en lançant mes propres sites web, en faisant des pages. J'ai un plaisir monstrueux à pouvoir créer des pages que des gens voient immédiatement en fait. Publier un petit site, quelques pages HTML et que les gens le voient, qu'il y ait de l'interaction, je trouve ça génial et je me dis que c'est le commerce du futur et ça c'était il y a 20 ans quoi. Et je suis tombé amoureux de ça
immédiatement. Et ça, alors je retrace un peu le parcours. Quand tu débutes ta vie professionnelle, hein, on passe un peu toute la partie petite enfance, etc. Même si peut-être on fera des incursions pour comprendre un peu si tu as eu des inspirations ou des choses comme ça peut toujours être intéressant. Quand tu arrives en fait à sortir de ton cursus, donc déjà tu es dans quelle région et on est en quelle année quoi globalement quand tu débutes ta vie active? Je viens de Metz. Je viens de Metz, mais c'est pas très intéressant. Attends, j'ai une histoire. Puis moi, il faut que je te raconte une histoire qui est dingue, mais juste après, il faut que les gens restent en ligne. Je vais te raconter un truc qui est juste incroyable, qui m'arrive. Ça m'est arrivé il y a une demi-heure là, et qui a un rapport avec mon histoire aussi. Attends, je te fais le truc simple. Le mec fait le teasing. Tu sais que t'es le premier qui respecte pas la structure du podcast. C'est énorme. Ce sera pas le podcast le plus écouté, mais ce sera pour ceux qui restent, ce sera le plus passionnant. C'est une révélation. Tu sais, des fois, t'as genre dans ta tête, t'as des éléments et tout d'un coup, tout se connecte en même temps. T'as fait le rapport entre un truc que t'as vécu il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans et il y a 10 minutes. Et tu comprends un truc, en fait. Et dans ta tête, il y a toute la structure qui vient changer. Je t'explique. Je viens de Metz et je me lance, donc je fais mes études, je deviens ingénieur, patati patata, je me trouve un job qui était bien payé en plus pour bosser 8 heures par jour et je trouve que ça n'a pas de sens et je me lance en ligne. Sauf qu'en fait, j'échoue mais genre massivement, tu vois, tout ce que je lance échoue et j'ai ma banquière qui m'appelle et qui me dit Antoine Pétavin, il y a un souci avec votre compte bancaire. Je fais ah bon, vous avez perdu les accès? Elle fait non, pas du tout. Elle me dit vous êtes à moins 1990 € sur votre compte bancaire et votre découvert ne peut aller que jusqu'à moins 2000. Donc dans 30 €, c'est foutu en fait. Vous allez passer fichier Banque de France, etc. Et je me dis bon bah c'est pas grave, il doit y avoir il doit y avoir une solution. Et en fait on est le 6 du mois et j'ai mon salaire que le 30 du mois. Donc je comprends qu'il y a un problème. Et en fait il est capable, ton cerveau, tu sais, les gens disent toujours, ouais, il faut jamais être guidé par la peur. Je t'assure quelque chose. Quand tu es guidé par la peur, ton cerveau va super vite. C'est peut-être pas le meilleur des moteurs, mais c'est un moteur qui existe. Donc, la guidée par la peur, je me défonce dans tous les sens et je découvre qu'il y a des communautés de séducteurs américains qui donnent des conseils en ligne sur des forums. Je vais m'en inspirer un peu, je regarde un peu ce qui est dit, je récupère quelques conseils, je les adapte au marché français. Je sors un livre qui s'appelle Caser en une semaine, que j'écris réellement en une semaine. Donc, j'écris en une semaine un livre qui s'appelle Caser en une semaine, un guide de séduction pour les hommes qui veulent trouver la femme de leur vie. Et j'envoie ça à 20 maisons d'édition. Attends, parce que la suite de l'histoire va se relier après ça, tu vois. On part de loin, mais ça va se relier. J'envoie ce livre à 20 maisons d'édition qui me répondent, lorsqu'elles sont gentilles de me répondre, qui me répondent, Monsieur Pétavin, votre style est un peu léger, votre truc ne passe pas. Et je me dis, quitte à avoir bossé pour faire ça, je vais le mettre en vente en PDF, je vais vendre ça à 15 balles et ça me fera un peu d'argent de poche pour aller dîner avec ma copine au restaurant, tu vois. Pas du tout pour rembourser pas pour enflouer ton compte qui est dans les abysses. J'étais jeune et inconscient, je m'en foutais, ouais, j'étais totalement déconnecté. Je sens que la chute va nous plaire. Et attends, mais ça arrive. Et donc, je mets ce PDF en ligne à 15 €. J'en vends 1000 le premier mois. 1000. Donc, c'est-à-dire, moi, je pensais juste en vendre 3, tu vois, pour me payer un resto à 70 balles. J'en vends 1000. Donc, 15 000 € de gains. Ma banquière m'appelle, un autre ton. Monsieur Pétavin, comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Tout cet argent, il faut le placer, patati patata. Bref, le livre génère 1 million d'euros en un an, ce qui est gigantesque. Enfin, j'étais super jeune, j'avais 22, 23 ans, tu vois. Et je deviens directeur de collection chez Albin Michel. Tellement content de moi, je me dis, de toute façon, je peux tout claquer. L'an prochain, je referai un autre best-seller, ce qui n'a pas été le cas au passage. Détail. Donc, j'ai juste tout claqué comme un con. L'histoire s'arrête là. Mais je deviens directeur de collection. Attends, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Et je dis à ces gens dans cette maison d'édition, je leur dis attention, votre business repose sur des livres papier, donc qui s'achètent en grande surface, enfin en boutique ou à la Fnac. Mais la tendance, c'est le PDF. Enfin, je leur dis, regardez-moi, par exemple, j'ai vendu pour 1 million tout seul, comme un blaireau dans ma chambre, je vends quelque chose. Enfin, vous êtes dans un bâtiment gigantesque à Paris, vous en vendez moins que moi. Enfin, tu vois, il y a un souci quelque part dans l'équation. C'est sûr. Ils me répondent, les yeux dans les yeux, ils me répondent, Monsieur Pétavin, les gens aimeront toujours les livres papier et ne préféreront jamais le PDF. Si on regarde 10 ans après ou 15 ans après ce qui s'est passé, ils licencient tous leurs salariés, c'est la catastrophe. On fait chaque année dans la vente de papier, de livres en papier, des records de non-vente. C'est-à-dire que chaque année est un record de baisse de vente. En fait, chaque année est pire que la précédente. C'est assez marrant. 5 ans plus tard. Vas-y, finis la chute, il y a plein de choses à en dire. Les gens ne te croient pas. Ouais.
Attends, ça arrive. Après ça, je te laisse Non, parler. vas-y. Il faut que je sorte cette histoire de ma tête. Parce que après ça, on arrive à ce matin, tu vois. Attends, donc 5 ans plus tard, c'est presque fini. 5 ans plus tard, je me dis, je récupère mon ex.com, je vais mettre des coachs dessus. Mais comme je trouve pas de coach, je me dis, je vais mettre des psychologues. J'appelle, je mets une annonce en ligne, je recherche des psychologues, patati patata. Je reçois 25 CV en une demi-heure. Génial. Je les appelle tous. Je leur explique, voilà, c'est pour devenir coach. C'est comme psychologue, sauf que c'est sur Skype. Vous avez pas une salle de réunion, vous avez des gens sur Skype, tu vois. Tous les coachs, enfin tous les psys me répondent non, désolé Antoine, ce n'est pas possible. Il faudra toujours qu'il y ait une salle avec des patients qui viennent dans notre cabinet pour que notre art se réalise de manière, notre thérapie se réalise de manière bien. Sinon, ce n'est pas possible. Je trouve vaguement 3 coachs qui acceptent, qui bossent toujours avec nous au passage 10 ans après. Et aujourd'hui, si on regarde bien le marché de la psychologie, mais c'est la catastrophe. Enfin, la plupart des gens, des psychologues, n'ont pas de salaire. Ils ont vaguement, enfin, je dis ça, j'adore les psys, hein, c'est pas un jugement, mais si on regarde le marché, le salaire moyen d'un psy aujourd'hui, c'est la catastrophe, quoi. Non, mais on comprend. Avec le Covid, on comprend que tu les aimes parce que. Enfin, je sais pas quand sera publié l'interview. On comprend que tu les aimes parce qu'avec un cerveau fulminant comme le tien, ça doit effectivement de temps en temps. Non, mais je les rends fous en même temps quand je leur parle. Et aujourd'hui, avec le Covid, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent même plus pratiquer. Là, on voit des succès d'applications comme Care, Q-A-R-E, c'est une application smartphone qui cartonne, qui fait de la pub à la télé, parce que tu peux avoir un psy, un docteur, un généraliste en 30 secondes sur ton téléphone. Alors oui, ça remplace pas. Oui, c'est sûr que ça remplace pas une application, un machin. Bien sûr, ça remplace pas. Bien sûr qu'un PDF remplacera jamais le bonheur que tu as d'avoir un livre papier dans les mains. Ça remplace jamais. Attends, on en arrive à l'histoire de ce matin. Je décide, et hier soir, on est dans un apéro avec Jean Rivière, Antoine BM et d'autres au bout de 5 bières, et on se dit, il faudrait qu'il y ait des humoristes qui viennent faire rire les gens pendant le confinement, en fait. Et je leur dis, je vous lance un défi, je vais trouver 30 humoristes qui vont venir faire des spectacles en ligne pendant les 30 jours qui restent de confinement. L'idée est plutôt bonne ou pas ? Oui, bah moi j'applaudis des deux mains. J'appelle ces gens. Pourquoi pas, vas-y, fonce. Si jamais tu as bien suivi le début de l'histoire, devine quelle est la suite de cette histoire. Devine quelle est la suite. Eh ben, t'appelles... Alors, attends, me dis pas, j'essaie de deviner. T'appelles 30 mecs, en fait, t'envoies des mails, en fait, un peu comme t'as fait pour les psys. Ouais. Les mecs te disent, non, mais écoute, Antoine, c'est pas possible, le spectacle, tu comprends, c'est dans une salle, les salles sont fermées, etc., etc. Ou alors, t'en as quand même qui disent, ouais, ok, t'as raison, c'est une super bonne idée, parce que t'as quand même des mecs, je pense, qui sont un peu, à la fois altruistes, à la fois innovants, etc. Donc, t'as quand même des mecs qui se sont dit, ouais, bah, il y a... Aucun. J'en ai appelé 30. Aucun des 30 n'a accepté. Ils m'ont tous dit, l'humour, c'est quelque chose qui se pratique dans une salle. Ils m'ont dit, Antoine, tu comprends bien, si on n'entend pas les rires des gens en face, si on les voit pas, s'il n'y a pas une ambiance calfeutrée et des sièges, ça marchera jamais. Et oui, ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Rien ne remplace une salle. Mais si t'es pas capable de t'adapter, si t'es pas capable de changer un peu et ton fonctionnement, si tu restes dans le passé, au bout d'un moment, enfin, le web, qu'on se mette d'accord, le web est un rouleau compresseur, en fait. C'est pas genre que t'as le choix de faire avec ou sans, c'est que le machin va venir te déglinguer toute une industrie si jamais tu prends pas le train en marche, ou alors ce sera ton meilleur allié. Aujourd'hui, admettons, t'es humoriste. Alors, moi, je suis pas humoriste, mais admettons, t'es humoriste. Aujourd'hui, tu peux te dire, par exemple, le confinement, c'est la meilleure chose au monde qui soit arrivée pour me lancer comme humoriste. Je peux, par exemple, alors, un humoriste aurait pu se dire, voilà ce que je vais faire. Je vais faire pendant 30 jours, comme l'idée d'Antoine Pétavin, je vais faire pendant 30 jours des Open du rire ou des Open du confinement, j'en sais rien. Je vais récupérer gratuitement des humoristes qui seront là pour la bonne cause. Je vais récupérer tous les emails des gens qui vont venir participer à toutes ces soirées et on fera ça sur Zoom ou sur Skype ou sur n'importe ou sur Webinarja, enfin j'en sais rien, ou sur YouTube. On va récupérer tous les emails des gens et donc non seulement je vais aider les gens aujourd'hui à être plus heureux, je vais permettre à des humoristes d'être mis en avant, je vais récupérer des emails et donc j'ai profité de tout ce système, j'ai profité de la crise, j'ai aidé des gens et ça m'a aidé moi-même. Mais les gens ne sont pas capables parce que la plupart des gens, 99% des gens, ont encore la tête dans le passé. Et oui, Bedos à l'époque faisait des salles de spectacle, bien sûr, et c'était plus drôle. Mais charge à nous aujourd'hui de tout réinventer. Et ça me rend triste en fait de voir ces humoristes qui ont peur du jugement, qui ont peur de pas avoir de retour, qui sont même pas prêts à essayer en fait. Les gens ne sont pas prêts à essayer. T'auras beau leur dire
mais même encore aujourd'hui, les psys, tu leur en reparles, ils te diront non, les séances de psy, c'est en cabinet, ils sont même pas prêts à donner leur chance, à se réinventer parce que le poids de ce qu'on leur a appris est trop, et c'est ça qui me révolte. Le poids de l'enseignement a été trop lourd pour ces gens-là, et ils ne sont pas capables de... Et moi, ça me révolte, j'ai envie de crier, je sais pas, ou de chanter. Non, quoi. mais je rebondis sur ce que tu dis, il y a plein de choses intéressantes. Je vais essayer à grande peine, je crois, sur cet épisode de podcast. Je te laisse parler maintenant, je te laisse parler jusqu'à je vais la fin. essayer de recadrer le truc. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je suis partant pour pas faire des épisodes toujours linéaires et toujours bornés, etc. Même si j'essaie d'avoir une trame pour que... C'est vrai que les auditeurs ont souvent peut-être des questions récurrentes, si tu veux. Donc, on essaie de garder une forme de trame pour pas être linéaire, mais plutôt pour pouvoir... C'est dommage, si tu veux, d'avoir certains invités et puis pas poser certaines questions qui, après coup, tu te dis « Putain, merde, c'est con, j'aurais bien aimé lui demander telle question. » tu vois. Juste pour rebondir sur cet épisode et sur cette histoire, je trouve ça vraiment chouette comme idée, comme concept de plateforme, crise ou pas crise d'ailleurs. Ce que je vois comme objection à faire, non pas du côté de la plateforme en elle-même, mais du côté... pour donner de l'eau au moulin de ceux qui t'ont dit non, tu vois. Si je me fais l'avocat du diable en quelque sorte, c'est que j'avais lu sur les... Je repense comme ça à un humoriste. Moi, j'ai fait pour mes vidéos YouTube, pour mes prochaines vidéos de YouTube, je me suis essayé, tu vois, à l'art de la comédie. Il y a des fois, t'as envie de péter enfin, tu fais des vidéos, t'as envie de... Tu sais, les scènes cachées, les scènes que tu ne publies pas, mais tu t'es craqué devant le truc parce que t'as voulu te faire plaisir ou tu t'es chanté une chanson, tu sais, tu fais un test de micro, puis tu te mets à chanter, je sais pas, du Johnny, tu vois. Et tu dis non, mais je vais pas le mettre quand même. Et là, en fait, tu dis, bah tiens, je vais le mettre, ça a l'air rigolo. Donc, bref, il y aura ça. Je tease aussi, tu vois, les prochaines vidéos YouTube, je pense mettre des trucs comme ça. Et moi, j'ai rien à perdre. Si tu veux, le ridicule tue plus. Enfin, normalement, en principe, depuis 1789, grosso modo, tu vois, l'humour. Je me rappelle d'un film comme ça, je crois, je sais plus dans quel film c'était, où il dit, c'est justement un film sur, on va dire, période pré-révolution. Mais du côté des humoristes connus, établis, qui ont on va dire, un public, etc., le risque de bad buzz, tu sais, le risque que ta blague fasse un plat, que ton passage sur un truc comme ça, une antenne libre, n'ait pas fonctionné. Et les mecs, en fait, ressassent énormément des sketchs, des spectacles, des trucs. Et je me rappelle d'avoir lu ou entendu ou vu une histoire à propos de... c'était De Funès qui testait en fait ses sketchs, ses blagues, ses répliques sur sa famille, en fait, sur ses proches dans un premier temps. Et donc, alors, tu me diras, ils ont toujours la possibilité de tester le truc, tu vois, d'écrire en catastrophe et puis de se dire, bah, ok, moi je passe vendredi, on est lundi, je prépare un truc pour mon passage, pour mon prime entre guillemets de vendredi. Ça me semble pas déconnant d'imaginer un truc on leur demande pas forcément d'arriver, boum, hop, et d'être drôle dans la minute. Bien sûr. Donc c'est le pendant de ça. C'est-à-dire d'un côté, je pense qu'ils ont peur de pas réussir à cette transition et donc de se dire bah je risque de me discréditer. Comment ça se passe pendant l'après-crise, parce que bon, ça c'est ça, on espère que ça soit quand même que transitoire, mais voilà. Alors je leur jette pas la pierre, je vous jette pas la pierre, Pierre. Mais voilà, non, je pense qu'il y a un peu de ça. Je vais essayer de recentrer. C'est pas évident, on était reparti sur donc le début de ton activité. Tu viens de Metz, c'est marrant parce que moi j'étais persuadé que tu étais un Marseillais, tu vois, je te vois sur ton feed Instagram. J'ai migré près de Marseille, ouais. Ça fait 2 ans. Là. Ah ouais, ok, ça marche. Pas encore assez pour avoir l'accent, ni pour aimer les Marseillais, mais assez pour adorer l'endroit. Je vous aime les Marseillais. Ça marche. Je dis ça. Juste pour clôturer cette histoire de plateforme, alors les gens verront sortir le podcast peut-être dans un mois, ils diront mais attends, mais la plateforme n'existe toujours pas, tu vas faire un truc, tu vas proposer à des artistes amateurs de venir se produire, on fait un truc, on coupe tout de suite le podcast et on va faire la plateforme tous les deux. Comment ça se passe en fait, la plateforme du rire? La plateforme, il faut le faire, c'est une évidence. Après ça, il y a beaucoup de projets à faire sur Terre. Je sais pas s'il faut que je me lance dedans aujourd'hui, mais... C'est ça. Je sais pas, on lance ça ensemble ou pas? Dis-moi. Après, il faut s'appeler Musk. Dites-nous en commentaire s'il faut lancer ça. Il y a des commentaires sous ton podcast ou comment ça se passe? C'est pas en live. Alors oui, il y a des commentaires sur le podcast. Les gens peuvent s'exprimer sur les différentes plateformes puisque le podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables. S'il en manque une, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire que je mette sur la plateforme. Mais et puis de toute façon, on diffuse aussi derrière. On copie l'épisode sur YouTube, donc il est disponible sur YouTube, donc également commentaires, plus le Patreon, plus enfin voilà, les gens qui veulent échanger, communiquer et partager, il y a toujours possibilité de s'exprimer, donc, et je les invite à le faire d'ailleurs. Eh ben, dites-nous en commentaire, est-ce qu'on doit le lancer? Est-ce qu'il faut qu'on s'associe pour lancer la plateforme du rire, les open du confinement, les confinements du rire, aux confins du rire, quelque chose comme ça? Dites-nous en commentaire, ça me fera plaisir de savoir. Ouais, ou tout simplement, tu sais, c'est terrible, tu parlais d'aider les gens. Moi, ma femme est pharmacien, tu vois, je l'ai pas dit sur le podcast, j'ai pas eu l'occasion de le dire, et récemment, elle me disait que voilà, que tout ce qui était ministère de la Santé leur avait dit de détecter
détecter les violences intrafamiliales. Il y a également un mec, je crois, qui présente sur France 2, je me rappelle plus son nom me revient pas, c'est dommage, c'est un homme de télé français qui anime une émission et qui faisait, j'ai vu une publication récemment où il parlait du 119, tu sais, le numéro sur les violences faites aux enfants. Je pense qu'effectivement, tu as raison de souligner que dans une période un peu comme la nôtre, si il y avait l'occasion de plus facilement de rire, de faire autre chose que de se mettre une murge le soir, sûr. Peut-être qu'effectivement, s'il y avait d'autres alternatives, il y aurait peut-être effectivement moins de violences faites aux enfants, moins de violences faites aux femmes, etc. Et c'est pour ça que je salue ce genre d'initiative, et je pense que les gens qui t'ont refusé auraient peut-être aussi dû se poser la question de cet angle-là, de se dire... Pas forcément qu'est-ce que ça va m'apporter, mais qu'est-ce que je peux apporter, tu vois. Et une règle que je cite souvent, qui est la règle numéro, je crois, 7 d'Arnold ou 6 d'Arnold, qui est Do something for your community. Tu vois, une des règles qu'il a énoncées, j'aime bien le personnage, ça peut faire rire, parce qu'il a fait Conan le Barbare, mais enfin, il est quand même gouvernateur, et puis il a une carrière que je considère comme une carrière en étoile filante. J'admire beaucoup le parcours, il a fait une belle bio. Donc je pense que les gens se posent pas toujours la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour les autres, tu vois, sans forcément... attendre un énorme retour sur investissement. Il a une biographie Schwarzenegger qui est géniale, gigantissime. Je sais pas si tu l'as lu. Sa biographie, voilà. C'est vraiment. Il y a assez peu de gens. Enfin, aujourd'hui, je suis content de ma vie et je pense que ça se mesure parce que est-ce que tu aimerais avoir la vie de quelqu'un d'autre ou pas? Et je suis très heureux de ma vie. Il y a juste 2-3 personnes avec qui j'aurais aimé échanger. Typiquement Schwarzenegger, qui a réussi quand même à être Mister Univers, qui a réussi à être un acteur de blockbuster, qui a réussi à être gouverneur. Il a une carrière qui est le mec qui est hallucinante. Marie-Anne Kennedy aussi. Il est incroyable. Ouais, bref. Bon, revenons-en à nos moutons. On verra ce que nous disent les gens s'ils mettent des commentaires. Donc, tu disais que donc, quand tu as commencé ton activité professionnelle, tu as dès le début en fait commencé assez rapidement à faire des pages. Je te demandais à peu près c'était quelles années en fait, parce que bon, je situe un peu les bulles internet, etc. À l'époque, tu faisais quoi? C'était en quelle année que tu as commencé un peu à faire tout ça? C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était en 2000. C'était à peu près en 2000 que j'ai commencé. J'ai balbutié avec des pages. Au début, on tapait tout seul nos pages HTML. Après ça, il y a eu WordPress qui a débarqué. Après ça, il y avait des éditeurs de texte. Mais c'était moi, non, mais j'ai vécu le truc de A à Z. Non, mais ils m'appellent le dinosaure. J'ai 44 ans, mais ils m'appellent le dinosaure, les mecs sur le web. C'est bien. C'est bien. J'ai tout vécu. Quel a été le temps avant que tu switches complètement en fait et que tu quittes les jobs salariés classiques? Tu te rappelles quel âge t'avais quand t'as fini par complètement te consacrer à tes activités accessoires qui sont devenues tes activités principales? Comment a été la transition? J'ai été beaucoup inspiré à l'époque par le best-seller de l'époque qui était La Semaine de 4 heures, qui est déjà âgé aujourd'hui, qui doit dater de 2003-2004, qui conseillait quelque chose qui était très chouette. C'était de d'abord commencer par bosser de chez soi quelques heures le soir ou le week-end. Après ça, de se prendre un jour dans la semaine off. Donc passer par exemple ce qui s'appelle du 4/5e, où tu ne bosses que 4 jours sur 5. Et par exemple, tous les vendredis, tu bosses pour toi. Après ça, j'ai fait du 4/5e pendant 1 an ou 2. Après ça, je suis passé à mi-temps pendant encore 1 an. Et après ça, je me suis lancé à mon compte. Mais ça a vraiment été fait en biseau, de manière extrêmement progressive. Et ma fille venait tout juste de naître. Ma fille qui a 11 ans ou 12 ans. 11 ans. Elle venait tout juste de naître lorsque je me suis lancé à temps plein à mon compte, où j'ai tout lâché, ouais. Quand j'ai eu assez de revenus du web pour pouvoir me mettre à mon compte. Mais ça a été un stress. J'ai quand même mal dormi pendant quelques semaines avant d'être rassuré. Je pense qu'on conserve toujours ce stress. Même 20 ans après, on a toujours ce petit stress de savoir que ça peut s'arrêter un jour. Ouais. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, c'était un peu l'ambition, une des ambitions de ce podcast, hein, c'était de justement lier ce que je dis souvent aux gens et que je t'ai dit en off avant l'enregistrement, c'est de montrer aux gens en fait le parcours. Souvent, on voit le résultat à l'instant T d'une personne et on a du mal en fait pour les gens qui aspirent éventuellement à faire des changements. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup et puis cette période de confinement va encore accélérer le phénomène de remise en question du statu quo, tu vois, de se dire est-ce que mon job est épanouissant? Tu sais, il y a le fameux bouquin qui a fait un carton qui est le deuxième jour, je vais paraphraser le titre, excusez-moi, je m'excuse pour l'auteur, mais qui est le deuxième jour de ma vie commence le jour où tu réalises, tu sais, que t'en as... et c'est intéressant parce qu'en fait, c'était un best-seller alors que c'est une fiction qui parle justement de la nana qui avait abandonné son rêve de travailler dans je crois dans le textile
textile dans la confection et qui reprend ce truc-là en suivant un mentor et tout un parcours initiatique. Et donc, on voit des gens comme toi qui ont un profil, qui aujourd'hui s'éclatent dans ce qu'ils font. Et on se dit, ok, mais comment il a fait Antoine pour passer d'une carrière où il était prédestiné à être salarié puis à faire à sa retraite, quand on ne sait pas, parce que la retraite ça change tout le temps, c'est un curseur à géométrie variable, faire un pot de départ avec tous ses collègues, etc. S'il a la chance d'arriver jusque-là, évidemment. Et finalement, tu as pris une autre voie. Et cette voie, elle fait souvent peur, tu vois. Moi, je fais partie de ces gens qui ont un chemin un peu, on va dire, sur les rails, un profil fonctionnaire, et tu te dis, t'aspires à faire des changements, mais effectivement, il y a cette espèce de point d'équilibre. Et je demande souvent aux gens si c'est une rupture, c'est d'un coup, genre, le mec a failli passer, il se dit, ok, c'est plus possible, j'ai vu la mort en face, hop, je fais un virage à 180. Toi, en l'occurrence, c'était plutôt, par étapes, parce qu'en plus, tu avais la naissance de ta fille, tu avais, d'autres choses. En plus. Ouais. Et donc, du coup, ça s'est fait par étapes. Et tu as préparé financièrement le truc, tu avais économisé 1 an de salaire, tu t'étais mis une forme de sécurité? Non, pas du tout. Je vais avoir 1 mois ou 2 de salaire dispo pour la suite. Mais ça s'est fait vraiment en douceur. J'ai des amis qui me disent, je ne suis pas capable de lancer mon activité si je ne quitte pas celle d'avant. Et chose que j'entends et que je comprends totalement. D'un autre côté, je remarque que moi, par exemple, pour créer quelque chose de solide, pour trouver des idées, alors, admettons, par exemple, je quitte tout aujourd'hui pour lancer les Open du Rire, tu vois. Si jamais je me lance là-dedans, je vais être stressé par les finances que j'ai pour tenir, le stress que j'ai de pas savoir si le projet marchera ou pas, et du coup, je risque de faire des mauvais choix derrière. C'est-à-dire que je risque de me tromper sur ce que je vais créer ensuite. Alors que si jamais je fais ça en biseau et j'y consacre 1 jour par semaine, je sais que je mets toutes les chances de mon côté parce que je crée quelque chose en douceur et j'ai le temps de prendre des bonnes décisions, de faire les choses bien derrière. Et quand tu as le temps, c'est probablement là où tu es le meilleur parce que tu as le temps de faire les choses bien, tu as le temps de créer. Et puis il y a des choses qui prennent du temps. Par exemple, moi, hier, je faisais le point sur mes chaînes YouTube. J'ai découvert qu'une des chaînes YouTube que j'avais abandonnées il y a 3 ans, parce que je ne faisais que 20 vues par vidéo, j'ai découvert que cette chaîne YouTube avait entre 2000 et 30 000 vues par vidéo. C'est-à-dire que la chaîne, elle est tombée en marche au bout de 2 ans, en fait, toute seule. C'est juste que le truc prend du temps des fois, donc on peut avoir tendance à se décourager, alors qu'en fait, c'est juste que le truc prend du temps. Et si tu fais ça en douceur, t'as probablement beaucoup moins de stress. Enfin, le stress, c'est pas bon qu'on se mette d'accord, hein. C'est le truc qui te crée des cancers, c'est le machin qui fait que t'es pas bien dans la vie. Il faut pas créer du stress dans sa vie. Et se lancer à fond dans une activité risque fortement de créer du stress, de rajouter du stress sur ton couple, sur tes nuits que tu vas réduire, sur plein de choses. Et donc moi je suis à 100% pour les modes en biseau où tu démarres quelque chose en douceur, le temps que ce soit rentable et viable. Ouais, c'est pareil. Tout à l'heure, tu vois, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Il y a aussi le contre-coup, tu vois. Moi, je suis assez favorable à ce mode de fonctionnement, hein. C'est comme ça que je fonctionne. Mais je sais que ce qui m'est parfois objecté, c'est de dire le manque de focus, tu vois, le dire ouais, mais tu vois, en fait, il y a un épuisement quand tu te lances dans un projet. Tu vois, je sais que quand tu fais un truc et que tu as une satisfaction, je cite souvent cet exemple quand j'avais lancé un site e-commerce, tu vois, je monte le truc, je monte un Shopify, je fais le truc, machin, pendant 1 semaine, je me consacre à fond dessus. Et là, je vois première vente, tu vois, première vente avec une pub Facebook qui tourne et tout ça, et première vente était rentable en plus. Dès le début, j'étais rentable. Je voyais des mecs sur des forums, ils étaient depuis 6 mois, ils faisaient pas une thune. Moi, première semaine, je fais de la thune, tu vois. Je me dis, là, dans ma tête, il se passe un truc. Je me dis, waouh, c'est énorme, etc. C'est comme les vidéos YouTube. Alors, je cite l'exemple. Je vais voir mon frère qui est dans le digital, qui est dans la vidéo. C'est vraiment son métier, tu vois. Il est VFX en Angleterre, etc. Et je lui dis, ouais, tu vois, c'est simple. Il suffit de faire des vidéos, petite communauté, tu proposes un produit dans ton descriptif et puis tu fais des conversions, tu vois. Il me dit, mais tu rêves, tu planes. Enfin, la vidéo YouTube, je connais le business model, c'est la pub, machin, etc. Ça marche pas comme ça. Enfin, tu vois. Et je vais à Londres voir mon frère qui bosse depuis 6 ans dans des grosses boîtes, tu vois, sur des grosses productions hollywoodiennes, etc. Dans correction vidéo, etc. Mais lui, il écoutait pas ce que je disais, il entendait, mais il écoutait pas, tu vois. Il était sur le schéma uniquement de c'est la pub qui te nourrit quand tu fais de la vidéo YouTube. Et en plus, YouTube venait de changer ses grilles de rémunération des YouTubeurs au niveau du volume de vues, etc. Ah mince. Et en fait, je suis chez lui depuis 15 jours, mes premières vidéos tournées avec des tutos sur justement Shopify, des trucs que j'avais fait sur mon Shopify, des trucs administratifs de base, en gros changer, tu vois, mettre en paramètres français ou des choses comme ça. Et j'avais proposé un service sur 5euros.com, tu vois. Et là, je suis chez mon frère et boum, je fais une vente. Tu vois, la vidéo tourne depuis 4 jours.
Et là, boum, je fais une vente. Et je dis à mon frère, regarde, j'ai une vente. Et pour la blague, en fait, le service n'était pas complètement finalisé parce que je partais à Londres. Donc, je vais choper son ordinateur et j'ai bossé 3 heures d'affilée de nuit pour livrer le client avec ce que j'avais prévu, c'est-à-dire les traductions, les transcriptions en français, enfin anglais-français, comme proposé dans le service, tu vois. Et c'est intéressant, c'est que pour en revenir à cette histoire de focus, c'est que quand tu te mets focus sur un truc, tu as peut-être moyen que le truc avance suffisamment vite pour voir le résultat, un des premiers résultats se produire. Et du coup, bah, tu es tellement content de ces résultats que tu es dans l'inertie du truc, quoi. Tu es dans le mouvement et du coup, tu as envie de réitérer, répliquer, essayer de scaler ce que tu as fait. Je sais que suite aux premières ventes, j'avais la banane, tu vois. Sur le premier vente d'e-commerce, tu te dis, ouais, vas-y, je vais dupliquer, je vais faire, je vais machin, etc. Bon, après, tu peux te freiner par d'autres problématiques parce que tu te dis, ouais, mais attends, légalement, est-ce que ça tient? Est-ce que j'ai le droit? Patati patata. Et tu t'auto-freines sur des trucs. Mais par contre, c'est sûr que le mec qui débute un blog 1 heure par semaine, je vais exagérer le truc, tu vois, 1 heure par semaine, et il se dit au bout de tu vois, il y a un risque d'épuisement, surtout s'il n'a pas l'habitude. Au bout de 6 mois, il n'a pas forcément de résultat, logique, à moins d'un gros coup de cul, et il se dit, ouais, mais en fait, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est encore des vidéos YouTube de merde, ou des podcasts de merde qui m'ont dit que c'était possible, en fait, voilà, c'est n'importe quoi, et puis il bascule du côté, tu vois, des haters, et du coup, il voue sa vie à avoir de la haine contre tous les mecs qui font autre chose et qui se bougent, tu vois. Qui fait je fais un portrait au vitriol parce que j'ai un peu du mal avec ce genre de comportement de toujours tout dénigrer, tu vois. Donc ouais, non, je sais pas. Moi, je suis assez dispersé. Je me reconnais dans le fait d'être un peu dispersé, de faire aussi à temps choisi pour des tas de raisons et notamment des raisons économiques, clairement. Mais je sais qu'il y a des gens déjà passés sur le podcast qui me disent, mais non, il faut mettre un gros focus sur un truc, faire un truc, le faire bien, le faire à fond, le faire tout le temps. Peut-être pas forcément, mais en tout cas, voilà, concentrer les efforts, tu vois, le côté laser, tu vois, je concentre les faisceaux pour arriver à percer. Ouais, j'adore ça, j'adore ça. On a souvent tendance à se dire comment a fait un tel, lui, ou comme ci, comme ça pour réussir. Je pense qu'il y a aussi une notion qui est très importante, c'est celle du kiff et de l'envie. Admettons que toi, par exemple, enfin, je dis toi, enfin, au sens large, hein, enfin, c'est toi, les gens qui nous écoutent. Admettons que toi, ton kiff, c'est de bosser pendant 7 jours non-stop, de minuit jusqu'à 23h le soir, en buvant du coca, en étant speed, et c'est ça ton mode de projet. Si ça, c'est ton kiff, si ça, c'est ta façon de faire, c'est probablement la chose qu'il faut respecter pour le lancement de ton projet, tu vois. Moi, en l'occurrence, je sais que sous la pression, j'ai du mal à créer quelque chose de bon. Donc, j'ai plutôt intérêt à être en biseau autant que possible. Bah, après ça, j'ai aussi réussi à écrire un livre en 1 semaine et à devenir riche, tu vois. Mais autant qu'à faire, autant que je dorme bien et que je sois heureux, parce que j'ai un peu plus de kiff. J'ai un peu plus de kiff dedans. Donc, je pense qu'il y a un truc intéressant, il y a un truc important, c'est s'il y a bien une chose qu'on peut mesurer sur Terre, c'est le kiff. En fait, c'est le bonheur. À quel moment, est-ce que toi, ton bonheur, c'est de te lancer à 100% dedans? Est-ce que toi, ton bonheur, c'est au contraire de faire ça en biseau? Enfin, je pense qu'à un moment donné, il est important de se demander soi-même qu'est-ce qu'on aime et comment est-ce qu'on fonctionne nous-mêmes, et quelle est la méthode qui nous rendra le plus heureux. Tu sais, on dit souvent c'est une phrase que j'ai mis très longtemps avant de comprendre. Le bonheur est sur le chemin, enfin le bonheur c'est la route pour arriver à l'objectif, et c'est pas le résultat. Et c'est vrai, tu vois. Et c'est vrai que si, à partir du moment où toi ton bonheur il se passe d'une certaine manière, enfin faut le respecter, tu vois. Si toi ton bonheur c'est de bosser comme un fou, fais-le. Si toi ton bonheur c'est d'être plutôt calme et prudent, fais-le. Finalement, la bonne méthode c'est celle qui te rendra heureux au final derrière. Je partage entièrement ton avis et je rebondis sur un truc, la notion de stress que tu disais tout à l'heure. Du coup, j'ai pas mal expérimenté le stress sous différentes formes avec les activités que j'ai pu avoir, hein, comme je te le disais. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de stress. Tu vois, t'as le stress vraiment anxiogène, celui où tu dis, putain, le crédit, enfin, le loyer tombe le mois prochain, j'ai pas rempli le compte, comment je vais faire? Donc, clairement, celui-ci peut être peu ou pas productif. Puis tu as d'autres formes de stress, tu vois, des trucs tu vois, tu peux te stresser sur des sujets qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire de la plateforme du rire, où tu peux te dire des trucs qui décuplent la force. On parlait tu sais, il y a l'expression qui dit la foi soulève des montagnes, tu vois. Et par exemple, il y a des témoignages, on y croit pas, alors c'est pas prendre forcément pied de la lettre, mais il y a des témoignages de gens qui ont soulevé des masses, des charges très importantes pour dégager dans des éboulements ou des choses comme ça, par exemple des gens, des proches coincés ou des enfants coincés, des choses comme ça. Et il y a vraiment cette notion aussi que certaines formes de stress
dû aux circonstances ou un stress positif en fait qui permet, tu vois, de décupler l'énergie, l'envie, la volonté, etc. Et qui permet justement de se comment ça s'appelle, j'avais vu une vidéo à l'époque de La Roche qui parlait, tu vois, il y avait la notion de justement d'être, comment on appelle ça, tu sais, l'alignement en fait, quand tu étais vraiment pas quand tu étais en train de faire quelque chose, par exemple dans les sports extrêmes, souvent ils ont une notion de stress importante parce que tu vois, genre si tu te rates dans un couloir neigeux, bah tu décroches, tu t'écrases, tu vois, typiquement, ou le mec en wingsuit, et pourtant c'est un stress aussi qui permet voilà de décupler leur perception, leur sens, ils sont à l'affût de tout, etc. Bon, plus énormément d'entraînement évidemment puisque c'est pas à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs c'est la question sous-jacente, c'est-à-dire qu'on a débordé, on a complètement débordé, mais il y a aussi la notion énormément de travail, tu vois. C'est-à-dire que comme tu l'as si bien dit, toi finalement tu passes entre 2000 les années où tu commences et le moment où tu lâches le truc, tu dis ta fille a 11 ans, tu as 44 ans, donc en fait il s'écoule presque, tu commences il y a 20 ans, mais en réalité tu pars au bout de presque 10 ans, non, il s'écoule quasiment la fenêtre de tir entre tes premières pages et le moment où tu switch complètement, c'est quoi? C'est 10 ans quasiment de fenêtre. Ouais, alors j'ai vraiment j'ai un parcours qui est chaotique aussi bien dans les gains que dans les échecs que dans les réussites. J'ai vraiment un parcours vraiment chaotique. C'est-à-dire que je peux être très riche. Enfin, je t'en parle, enfin, sans aucun complexe. Hein. J'ai un rapport très décomplexé à l'argent. J'aime autant être pauvre que riche. J'ai pas de souci par rapport à ça. Mais j'ai des phases de ma vie où j'ai été extrêmement pauvre, et puis extrêmement riche, puis repauvre, puis re-riche. Ce qui d'ailleurs au passage en rien relié avec mon bonheur. J'ai été très heureux pauvre, j'ai été très heureux riche, j'étais très heureux, enfin très malheureux pauvre et riche. Il y a aucun lien, tu vois. Et c'est-à-dire que par exemple le premier million a été fait quasiment la première année, ce qui est juste fou. Après ça, plus rien pendant 3 ans. Après ça, c'est revenu avec un autre projet. Après ça, c'est reparti, etc., tu vois. Et c'était quoi ta question? Non, mais c'est pas grave. Mais je rebondis parce que du coup, je suis obligé. J'ai toujours un peu du mal, tu vois, avec. Je te reproche rien, attention. Hein, mais tu vois, je trouve que ça fait toujours un peu démago de dire ouais, non, mais moi en fait, tu vois, la richesse n'apporte pas le bonheur. Il y avait cette phrase qui disait ouais, la richesse n'apporte pas le bonheur, mais elle y contribue quand même, tu vois. Genre là, en période de confinement. Alors c'est très spécifique de faire un podcast. J'ai du mal avec cette notion comment dire. J'aimerais bien que les podcasts soient intemporels, tu vois, et qu'ils soient pas liés uniquement à une période, mais forcément elle est dedans, donc on est obligé d'en parler. Et tu vois, c'est sûr que le mec qui vit dans 12 mètres carrés à 5, enfin j'exagère, je schématise un petit peu, mais il y a des gens qui sont quand même dans des espaces très réduits, notamment en région parisienne, parce que c'est compliqué l'habitat, ou dans les grandes villes, hein, globalement, parce qu'il n'y a pas que Paris en France, et ils sont nombreux dans des petits habitats, et à côté de ça, quand tu es dans un grand habitat, alors tu n'es pas pour autant plus heureux, attention, mais c'est quand même plus facile, tu vois, de supporter certaines contraintes, on va dire, je pense, tu vois, forcément quand tu as... Écoute, moi, je suis un homme de science et de statistiques. Je peux te donner des stats dessus. T'aimes bien les statistiques ou pas? Ouais, j'aime bien la data analyse, gros fucking. Il y a un livre que j'adore. Si j'avais un livre à prendre sur une île, ce livre s'appelle L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt. Je sais pas comment ça se prononce. H-A-I-D-T. C'est la redécouverte d'une espèce de sagesse ancienne dans la science contemporaine. Pour la faire simple, c'est un homme qui s'est posé la question comment faire pour être heureux sur Terre. Et plutôt que d'inventer un truc, d'inventer une secte, je sais pas, enfin tu vois, de devenir un gourou de quelque chose, il a été faire des études et des statistiques. C'est-à-dire, par exemple, combien faut-il avoir d'amis pour être heureux? Est-ce que le fait d'avoir des amis influe? Oui, non. Est-ce qu'il faut en avoir peu? Est-ce qu'il faut en avoir 10, 20, 30 ou 300? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce qu'on peut le savoir? Et donc, il est parti à la recherche de toutes les études qui te cherchent combien faut-il d'amis pour être heureux sur Terre. Et donc, tu as 8 pages qui sont dédiées à ça. Mais après ça, il y a d'autres choses. Il y a par exemple, faut-il être croyant? Faut-il être en couple? Faut-il avoir des enfants? Et notamment, l'une des questions vers le milieu du livre, c'est faut-il avoir de l'argent? Il rappelle que toutes les études prouvent que, au-delà d'un certain palier, au-delà d'un certain seuil, il n'y a plus aucune différence que tu gagnes. Je crois qu'en France, c'est quelque chose comme 3500 euros, si je me trompe pas, ou j'ai un doute, c'est 3500 euros pour un couple et peut-être 4008 si tu as des enfants. Au-delà de cette somme-là, il n'y a aucune différence de bonheur, aucune.
Et moi, par exemple, ouais, j'avais entendu parler de ouais, ce bouquin et de ce seuil, en alors, fait. il y a des études encore, tu peux avoir un doute, mais là, en l'occurrence, cette étude-là, c'est-à-dire que toutes les études sont unanimes. Alors oui, si jamais tu crèves de faim, la gueule dans le caniveau, bien sûr, t'es pas heureux, tu vois. Mais au-delà d'un certain seuil pile, enfin, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est une espèce de seuil, alors je dis n'importe quoi, à 3800 à 2, en région, enfin, tu vois, qui est pas forcément à Paris-Centre, ni dans le 16e, mais peut-être dans une région de France, ton niveau de bonheur n'influe plus. Et moi, et je bosse, je suis coach aussi sur mon site, je récupère mon ex.com, et j'ai un couple c'est entre un couple sur 4 et un couple sur 5 qui se séparent à cause d'une trop grosse maison. Alors tu peux dire, ah, les pauvres, ils sont riches, ils avaient qu'à pas avoir une grosse maison, tant pis pour eux. En fait, non, ce sont des gens qui ont eu un gros projet un jour d'acheter une grosse maison pour être encore plus heureux parce qu'on leur a toujours appris que l'argent faisait le bonheur. Ils se sont achetés une grosse maison dont ils ont du mal à payer les traites au final, dont ils ont du mal à entretenir toutes les pièces, qu'ils ont du mal à rénover, où le mari passe son temps à bricoler, la femme passe son temps à laver les sols, etc. Et dont ils sortent plus, et ça devient une espèce de prison dorée, comme ils disent. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, voilà, t'as quelque chose de trop grand, t'as une trop grande maison, par exemple, tu peux aussi être plus malheureux que ça. Et c'est pour ça que, alors quand je te dis j'ai été pauvre, enfin on s'entend, j'ai jamais fait la manche côté pauvre, et j'ai jamais été Bill Gates côté riche, tu vois. Mais c'est-à-dire que l'intégralité fait que en oscillant toujours entre les deux seuils et en dépassant toujours le seuil minimum de la pauvreté, enfin en tout cas le minimum de l'argent pour être heureux, j'ai toujours été super heureux, tu vois. Et je suis pas quelqu'un qui court extrêmement après l'argent, même si j'aime beaucoup vendre et j'aime beaucoup le business en ligne, je cours pas beaucoup après ça. Parce que j'ai découvert très tôt que l'argent n'avait aucun type de lien avec le bonheur. Et si tu penses encore, et si des gens pensent encore aujourd'hui, ah, si seulement je gagnais au loto, qu'ils aillent voir les études. En fait, il y a des études qui te montrent ce que deviennent les mecs qui gagnent au loto. Mais c'est une catastrophe, en fait. Il n'y en a aucun qui survit quasiment derrière. Ils sont tous, au bout de 3 ans, aussi pauvres qu'ils l'étaient au début, et même une partie d'entre eux, je crois que c'est 10% d'entre eux, sont encore plus pauvres qu'avant. C'est-à-dire que et chacun se dit, ouais, mais moi, si je gagnais au loto, ce serait différent. Mais non, regarde les stats, en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent au loto sont plus pauvres au bout de 3 ans. Il n'y en a quasiment pas un qui s'en sort, quoi. Donc même nous, enfin même à toi, ça t'arriverait, ou à moi, ce serait pareil, en fait. Le machin te rend pas heureux derrière. C'est hyper intéressant, et en plus, moi j'avais appris il y a pas très très longtemps qu'en fait la Française des Jeux a même des espèces de programmes en fait de protection protection des gagnants avec tout un parcours en fait pour leur expliquer comment faire gaffe après les gains, etc. Bon, évidemment pour le côté escroquerie bancaire, etc. Mais aussi justement sur le fait de pas péter un plomb. Ça génère plein d'autres problématiques. T'as ceux qui veulent pas dire à leurs proches qu'ils ont gagné parce que ça crée des jalousies, des tensions, des envies. Mais oui, en plus, c'est l'enfer. Ouais, ça se déclenche ah non, je vous souhaite tout sauf de gagner au loto. Non, vraiment, les amis, je vous souhaite tout sauf ça. Hein. Ouais. Et là, pour savoir, parce que Patrick fait des statistiques, il aime bien ça, pour savoir si les gens écoutent le podcast jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez écrire le mot loto en commentaire, comme ça on saura si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie, parce que vous savez, les podcasts c'est compliqué de savoir jusqu'où les gens le regardent ou pas. Écrivez le mot loto, c'est le premier mot-clé à taper. C'est gentil de ta part, parce que c'est toujours intéressant sur ce podcast là en particulier, mais figure-toi que non, et je suis obligé de faire un petit coup de pub à la plateforme que j'utilise, qui est Ocha, AUSHA, qui est une plateforme pour le podcast que je recommande d'utiliser pour se lancer. Il y a d'autres alternatives, mais en tout cas c'est une plateforme très friendly pour cool. Pour les podcasteurs, parce que c'est très facile d'héberger, de lancer, et sous réserve que tu prennes un abonnement assez conséquent, enfin c'est pas le plus cher d'ailleurs, c'est raisonnable, mais c'est toujours cher hein, quand tu commences quelque chose, une activité, c'est toujours des frais fixes. Moi je dis souvent, le podcast rapporte assez peu d'argent, voire n'en rapporte pas et m'en coûte en réalité, pour l'instant en tout cas, mais c'est aussi un plaisir parce que ça me donne. C'est difficile en fait de juger la valeur ou le coût de quelque chose. Par exemple, on pourrait dire ouais, mais tu vois, ton podcast engage, je sais pas, 200, 300, 400 € par mois. Ok, mais le podcast me permet de rencontrer Antoine aujourd'hui, tu vois. Alors indirectement, puisqu'on n'est pas en face à face, mais je trouve que ça vaut bien plus que ce que je mets dans le podcast, tu vois. Puis toi, tu es né riche aussi. Les gens, tu en as déjà parlé, toi, un peu de ma fortune de naissance, que je suis le fils caché de Bertrand Artaud, de Dassault. Non, j'ai jamais dit. Ah merde, et ton oncle d'Amérique qui t'a. Ça, t'en parles pas trop, j'ai remarqué ça de ton. Non, j'en parle pas souvent. Non, je suis assez discret sur le sujet. Non, pas du tout. Je viens d'un milieu en fait où justement, c'est ce que je dis souvent. Je suis très pro pour se faire soi-même, parce que
personnellement, j'ai pas, mis à part le fait que je suis d'une famille où effectivement les deux étaient, j'ai pas eu l'occasion de le raconter parce que on m'a pas auto-interviewé, tu vois. Mais non, j'ai deux parents qui ont fait des études, qui étaient tous les deux cadres, qui n'ont pas du tout été entrepreneurs, qui ont été un peu comme tes parents, plutôt pro salariat, c'est un peu le way of life, soit éventuellement fonctionnaire, tu vois, me disait mon père, fais ton droit ou des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs, ça a été ce que je raconte. Je crois que j'avais fait un encart dans le livre qui doit prochainement sortir sur le Kindle, sur mon premier achat immobilier, où je raconte que c'est un peu castrant en fait, parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'affranchir de ça. Et c'est pour ça que le podcast d'ailleurs est structuré de cette façon-là, où je parle souvent du passage de quelle est l'étape préliminaire avant que les gens décident de faire des choses par eux-mêmes. Tu vois, il y avait le côté, c'est l'influence littéraire. Tu sais, à l'époque, on lisait Germinal, on faisait tous les auteurs classiques, les Zola, les Hugo, etc. Où tu sais, il était fils d'alcoolique, donc il va finir alcoolique, le mec. Tu vois, c'était un peu l'héritage. Et malheureusement, le poids de l'héritage est important quand tu vois, on va dire dans les syndromes, tu sais, tout ce qui est violence intrafamiliale, on en parlait tout à l'heure, etc. Tu as beaucoup de choses qui sont faites par mimétisme, tu vois, tu as été malheureux enfant ou des choses comme ça, et ça, tu reproduis, c'est terrible. Mais du coup, je pense qu'il y a, me concernant en tout cas, il y a eu pas mal de temps où avant, où je dis souvent aux gens que j'ai procrastiné, je peux soigner la procrastination parce que j'étais un grand procrastinateur, tu vois. Donc, du coup, je connais bien le sujet. Je reviens sur toi, mais c'est incroyable comment tu retournes les cartes quand même. Hein. C'était le podcast d'Antoine. T'es un Jedi en fait. T'as fait un coup de Jedi là, c'est ça. Pourquoi les gens disent que je suis fou alors que je suis tout à fait normal, je comprends pas. Les gens, tu sais quoi? Non mais en fait le mot clé derrière c'est le plaisir. C'est ça qu'il faut qu'on retienne, je pense. C'est le plaisir, avoir du bonheur. Regarde, enfin ne serait-ce que lancer une plateforme lancer une plateforme pour l'humour, c'est génial, tu vois. Oui, et ben justement le plaisir, parlons-en. Moi, je disais souvent aux gens que, par exemple, un truc, ça m'éclate, tu vois, de faire un podcast, tu vois, au milieu d'une journée avec ses hauts, ses bas, ses trucs, ses machins, etc. Quand je sais que j'ai un podcast enregistré, que je vais avoir le mec, tu vois, des fois, t'as un coup de mou, t'es milieu de journée, je me suis levé très tôt pour faire ce que j'ai à faire, et j'arrive au moment du podcast, tu vois, des fois, je prends un café bien serré, je me dis, allez, c'est reparti. Je suis toujours hyper content de démarrer un podcast et d'enregistrer, mais c'est vrai que, par exemple, t'as tout un tas de choses autour de la gestion du podcast qui peuvent être chronophages, moins fun, comme par exemple le montage. Et là, je salue et j'en profite, il va être content. Enfin, je suis content de pouvoir le saluer aussi en antenne et pas que ça soit coupé comme d'habitude. J'ai Gilles qui fait le montage du podcast, Gilles qui vit en Thaïlande, qui est un ancien un ingénieur son français qui s'est expatrié là-bas et qui est vraiment un mec que j'ai rencontré pour mon équipe et qui est, enfin voilà, c'est la pierre angulaire du podcast et c'est un mec avec énormément de talent et qui me soulage énormément d'une partie du travail. C'est quelqu'un que je suis heureux de pouvoir payer pour faire le montage du podcast. Donc tu vois, le plaisir, il est dans l'enregistrement, dans la préparation, dans trouver des talents, des gens que j'ai envie de rencontrer, avec qui j'ai envie d'échanger. Mais c'est vrai que des fois, tu as des tâches un peu chronophages, un peu compliquées. Donc ouais, tu as raison de dire que le plaisir doit guider effectivement la création, que ce soit la création de contenu, la création d'une entreprise. Je pense que il y a pas pire erreur, tu vois, quand tu vois des mecs qui cherchent, pour moi, qui cherchent une franchise ou un truc, tu vois, genre, je sais pas, ils prennent les pages jaunes, ils font défiler les pages et puis ils posent le doigt au milieu de la page, ils disent, bah tiens, c'est quoi? Hein, c'est une franchise de kebab? Ah bah tiens, vas-y, je vais me lancer dans une franchise de kebab. Ouais. Tu vois. Si t'as pas, si t'aimes pas ça, tu vois, limite le mec est végétarien, il lance une franchise de kebab, tu vois, parce qu'il dit, ouais, mais c'est porteur. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est un non-sens, tu vois. Pareil, personnellement, pareil, j'ai pas eu l'occasion de le raconter, mais j'adorerais monter une salle d'escape game, tu vois. C'est un truc, ça me tarot de fou, quoi. J'adore le concept, j'aime bien ces salles, tu vois, et en général, quand je lance un truc, là, je récupère des utilitaires et je récupère la boîte de location de voiture d'un mec qui me la cède, enfin, tout un micmac. C'est parce que j'aime bien louer. Non, je suis pas un passionné d'utilitaires, j'ai pas une collection de camions miniatures sur mon étagère. J'ai rien contre les mecs qui collectionnent les camions miniatures. Mais oui, c'est un service que j'aime bien, donc je suis utilisateur et j'aimerais bien avoir d'autres véhicules à louer. Je trouve ça bien, cette économie du partage en général. Et je me dis pas juste, ah, c'est super bien, ça fait de gros profits. Non, j'aime bien le concept, tu vois, j'aime bien l'idée de même que j'ai envie d'avoir un véhicule électrique parce que je crois dans une possibilité d'une alternative en voiture électrique. Voilà, bref, le plaisir, t'as raison. On a fait des grosses digressions quand même. Mais tu vois, c'est ça qui est embêtant, c'est que tu me donnes l'opportunité de faire des digressions alors que d'habitude j'essaie alors qu'il ne faut pas faire de digressions. Mais je vois bien que ça te perturbe, j'aime bien, c'est top ça. J'ai un homme qui m'a appelé ce matin, il m'a dit Antoine, et je te promets que c'est vrai, c'était à 11h30 ce matin, il m'a appelé, il m'a dit Antoine, voilà, je loue des bateaux au Luxembourg
Luxembourg et je sais que l'internet c'est génial. Il me dit Antoine, comment est-ce que tu peux m'accompagner à faire de l'argent sur internet? Donc je lui dis bah c'est pour louer des bateaux, c'est quoi le truc? Il me dit non, c'est n'importe. Il me dit moi ce que je veux juste c'est faire de l'argent. Tu le sens bien, donc je lui ai expliqué gentiment à ce monsieur, tu sens bien que quand tu pars sur le web en ayant juste l'envie de faire de l'argent, enfin le machin marche pas quoi. T'as beaucoup plus de probabilité de gagner de l'argent parce que t'es passionné, parce que t'es motivé, parce que ton message tu le portes, parce que tu kiffes, que parce que t'es parti en disant vas-y je vais faire du fric, tu vois, c'est pas le machin, on comprend bien, tu vois, mais chez les gens c'est pas encore très clair. Il faut part sur une envie. Tu veux faire l'école du rire ou l'open du rire, c'est rigolo, tu vois, enfin c'est marrant, et porte ton projet parce que les gens ce qu'ils achètent, tu sais, on cherche toujours chez les marketeurs quelle est la bonne solution, quel est le bon pitch de vente, quelle est la bonne typo, quelle est la bonne fonte, le machin qui marche, c'est le machin que tu kiffes en fait, c'est prends du kiff, prends du plaisir et tu peux être sûr derrière que les gens ils vont te suivre. Enfin moi je les vois sur mes vidéos YouTube. Quand c'est un sujet où je suis engagé, qui me plaît, je fais 10 fois plus de vues. Quand c'est un sujet déjà à la base qui me plaisait pas, il y aura moins de vues, tu vois. Enfin je sais pas. Tu me dis que ton invité d'hier était pas fun par exemple. Je sais pas qui c'était, mais Non. Tu es le mec qui balance. T'es vraiment infernal. En plus, ça marche pas parce que je fais exprès de pas diffuser dans le bon sens. Comme ça évite ce genre. C'est bien tenté d'essayer de me sabrer comme ça, mais ça ne marchera pas. Donc du coup, je repense à un truc, c'est intéressant parce que je regardais un contenu où en fait on parlait des mecs qui perdent beaucoup de temps sur un business en général à essayer de peaufiner plein de détails, tu sais, genre comme tu disais, typo, caractère, taille, format, etc. C'est un genre de défaut, tu vois, le défaut du perfectionnisme, le défaut, c'est un défaut très 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 répandu, y compris chez moi, de vouloir essayer d'améliorer des points de détail. Et certainement que tu perds des gens quand ton truc est pas nickel en termes de design, c'est sûr, j'en suis intimement convaincu. Mais à côté de ça, une histoire que j'aime bien, c'est celle, tu sais, du film Seul sur Mars avec Matt Damon. Et en fait, le film part à la base d'une nouvelle qui est écrite par un passionné de conquête spatiale. Et le mec publie ça sur un genre de blog. Alors, j'ai pas vu la tronche qu'avait le blog à l'époque, mais si tu veux, il était suivi par plein de passionnés, tu vois, plein de mecs, y compris des mecs qui bossaient dans le milieu de l'aéronautique spatiale. Et ce qui fait que la nouvelle était hyper bien documentée, parce que quand le mec avait un doute sur un truc, il demandait à sa communauté, tu vois, genre typiquement, ouais, est-ce qu'un propulseur à hydrogène aujourd'hui liquide, ça fonctionne et ça fait des flammes bleues ou des flammes rouges, tu vois, je te dis une connerie. Et il y avait des mecs qui étaient calés là-dessus, qui disaient, bah écoute, moi je bosse à la NASA, bah non, ça fait telle couleur, tu vois. Et donc du coup, le mec a pu comme ça peaufiner sa nouvelle, ça a attiré l'œil des scénaristes d'Hollywood et ça a donné Seul sur Mars, en fait. Voilà. Pas mal. Grosso modo. Donc tu vois, je pense qu'en fait, le mec pouvait avoir une pauvre page. En plus, bon, maintenant, tu as des éditeurs, tu as des trucs genre Medium, machin, etc. Donc, tu as plein d'alternatives où tu peux tout de suite avoir un rendu sympa. Et le mec, finalement, je pense qu'il s'est pas trop pris la tête sur la gueule que ça aurait. Par contre, le contenu était important. Alors oui, il a peut-être pas fait 100 000 follow de mecs timbrés de l'espace, mais il a dû faire juste suffisamment, en tout cas pour se faire remarquer, tu vois, par c'était peut-être même pas son but, il écrivait pour se faire plaisir, le mec. Mais voilà, ça a donné ça. Donc c'est intéressant pour les gens qui écoutent de se dire, il y a cette expression qui résume un peu tout ça, fait vaut mieux que parfait. J'adore cette expression. J'essaie de... Ouais, des fois, tu vois, je me filme pour les vidéos. Là, récemment, je faisais pas trop de vidéos, machin, etc. J'essaie d'en refaire un petit peu. Et il y a des fois, tu vois, tu refais 10 fois la prise, tu vois. Et des fois, je me dis, mais on s'en fout, en fait. Fait vaut mieux que parfait. Et si la vidéo cartonne, au pire, on la refera en mieux. Ou tu vois, essayer d'implémenter vite, essayer de livrer quelque chose quand même déjà. Alors, il faut pas que la lumière soit dégueulasse, il faut pas que l'image bouge en permanence, il faut pas que les gens aient l'impression d'être sur un bateau. Mais si tu respectes quelques fondamentaux, tu vois, t'as pas besoin du dernier Canon. Pourtant, je suis très geek, très matos, très machin, mais un peu d'éclairage, un peu de son et et un trépied, tu vois, pour des vidéos. Passe, ouais. Et pour le podcast, c'est un peu pareil, tu vois, il y a des applications qui permettent d'enregistrer avec ton téléphone, juste avec un petit micro, enfin voilà, c'est quand même devenu vachement abordable de créer, de partager. C'est un mec que je suis, et que tu dois suivre également, Gary Vaynerchuk aussi, qui dit, mais ah oui, just do it, quoi, juste fais-le, vas-y, lance-toi, fais quelque chose, et puis voilà, et puis vois où ça t'amène. C'était pas je reviens après ces nombreuses digressions, je sais pas si les gens sont déjà tous partis, on verra les stats et les métriques. Est-ce que vous pouvez écrire banane
rouge en commentaire pour qu'on sache si vous êtes toujours là. Banane. Alors, le premier mot, c'était quoi tout à l'heure? C'était loto. Maintenant, c'est banane rouge. Comme ça, on saura le pourcentage de gens qui sont arrivés ici. Mais en réalité, banane rouge. Il est en train de me foutre le bordel, mais en réalité, j'ai la métrique, je verrai si les gens décrochent à 3 minutes ou à 45 minutes. Ne t'inquiète pas, Antoine. Mais bon, ce serait marrant, on aura une liste de commentaires de loto et de banane rouge dans les descriptions. Je sens que ça va beaucoup te faire rire, justement. Et ça animera tes soirées, tu diras aux potes du web, hey, regardez, j'ai tout un commentaire où il y a des bananes et des lotos. Mais bref, quand t'as fait, donc, quand tu t'es lancé et que tu as démarré tes activités, tu te rappelles à peu près ce que tu gagnais et quel était le seuil où tu t'es dit, ok, ça marche. Genre, tu as attendu que ça fasse 2000 euros pendant 6 mois. Dès lors que tu as fait un premier salaire avec le business web, tu t'es dit, ok, ça c'est suffisant. Vu que ça a été un peu long dans le temps, j'imagine que c'était déjà assez installé. Tu as vu croître les chiffres régulièrement et tu t'es dit, bah ok, c'est quelque chose de pérenne. Et c'était quoi le business qui t'a vraiment fait partir? C'est je récupère mon ex qui t'a permis de partir? Ouais, je me souviens de celui-ci. En tout cas, c'était un des plus stables. Notamment, je me souviens du chiffre. J'avais un livre à 15 euros dessus. Et donc, si j'en vendais 2 par jour, ça paraît possible. 2 fois 15 euros, ça paraissait réalisable. En tout cas, de vendre 2 PDF à 15 euros, ça me faisait 30 euros par jour. Donc, fois 30 jours, ça fait un peu plus de 900 euros. Moi, je visais à peu près les 1000 euros, tu vois. Enfin, dans ma tête, ça marchait par palier de 1000 euros. Si j'en vendais 2 par jour, j'avais un salaire à l'époque, à côté. Et si je vendais en plus ça, j'augmentais mon salaire de 1000 euros. Donc, c'était gigantesque. Et j'y suis arrivé assez vite. Et après ça, mon objectif a toujours été de multiplier pour être dessus. Mais j'ai bien aimé cette idée. Moi, j'aime bien l'idée que la première année, les gens lancent une chose, par exemple, un guide à 15 euros, tu vois, en se disant, je vais en vendre X par mois, par exemple 2 par jour, tu vois. Et puis après ça, l'année d'après, c'est peut-être doubler ce chiffre. C'est peut-être en vendre pas 2 par jour, mais en vendre 4 ou 10 par jour. Et puis la troisième année, c'est peut-être de encore doubler ou alors de créer un produit qui va coûter ce coup-ci 200 euros. Mais on peut démarrer de manière très simple et gagner de l'argent, tu vois. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, écrire un guide, tu peux. Enfin, presque tout le monde a passé son bac. Tout le monde est quasiment capable de faire une rédaction de 10 ou 20 pages. Tu peux écrire un livre aujourd'hui. Tu peux écrire un guide sur un sujet qui te plaît, donner des conseils et après ça le mettre en vente. Mais moi, c'est ça dont je me souviens. Moi, c'est ça dont je me souviens bien. Ouais. Vendre 2 guides par jour à 15 euros, c'était mon objectif. Les gens cherchent aussi un peu, alors pas de tips ou de conseils ou de solutions parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais à l'époque, est-ce que tu trouves qu'entre avant et maintenant, sur justement le trafic que tu arrivais à générer, on sait qu'il y a plein de choses qui ont changé, hein, pour ceux qui suivent, les plus initiés des auditeurs du podcast, entre les règles de Google, le référencement, le SEO qui évolue, etc., la publicité et tout, est-ce que c'est plus difficile de générer du trafic aujourd'hui et de vendre des produits sur son propre site que ça ne l'a été avant? Je pense que oui, clairement c'est un peu plus compliqué. Moi je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Beaucoup plus simple. Ah, tu penses que c'est plus simple? Ok. On est de générer du trafic, de générer du lead en fait, parce que c'est souvent, c'est pas là parce qu'en fait souvent les gens, bon ok, techniquement ils ont créé un site, ils ont créé un guide, ils ont mis sur la page et tu sais il y a ce syndrome Stan, je salue au passage Stan Leloup d'ailleurs, qui disait tu sais le concept du camion de marchand de glace, tu vois, genre t'as fait un super camion, il est magnifique, t'as des super glaces, t'as du super produit, mais par contre personne, t'es dans le mauvais corner, tu vois, personne passe devant ta vitrine, personne voit ton camion, du coup personne t'achète un camion, t'achètes une glace, tu vois, ou t'es pas à la bonne saison, tu vois, encore pire, tu vends des glaces en hiver, alors que quoique ça peut peut-être marcher, mais tu devrais faire vendre des marrons, tu vois, plutôt a priori. Bref, t'as raté la saison, t'es pas en plein été. Est-ce que tu vois le mec qui avait un guide, comment tu générais du trafic à l'époque, comment tu conseilles aux gens aujourd'hui de générer du trafic pour vendre leur guide sur leur site, tu vois? Moi, je viens d'un monde, moi, je suis un grand-père, enfin, j'ai 44 ans. Je viens d'un monde où il fallait aller toquer aux portes des gens pour leur vendre des choses. Il fallait imprimer des prospectus chez les gens pour leur envoyer par la poste. C'était la catastrophe, en fait. Et aujourd'hui, quand je vois, tu mets 50 euros de pub dans Facebook, alors oui, certes, c'est un budget, mais tu mets 50 euros de pub dans Facebook, tu peux toucher, dans les estimations qui sont indiquées, tu peux toucher 8000 personnes, tu peux avoir 200 clics, 50 euros, enfin, t'imagines, c'est une opportunité qui est géniale. C'est une opportunité qui est géniale aujourd'hui, c'est tellement simple. Et oui, les gens se plaignent, et oui, il y a de plus en plus, ils appellent ça du bruit, il y a de plus en plus de bruit sur le web, il y a de plus en plus de gens dessus, il y a 2 fois plus de gens chaque année. Mais la majorité des gens sont pas très bons dans leur marketing, ou ils savent pas très bien se mettre en avant. Ou alors ils sont pas très passionnés, ou alors ils y passent pas beaucoup de temps. Moi, je suis pas très bon en fait dans mes business. C'est juste que j'y passe plus de temps que les autres. Regarde,
par exemple, si je voulais lancer un festival du rire, je suis pas bon dedans. Enfin, qu'on se mette d'accord. J'y connais rien, ce milieu-là. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas. Moi, tu me fais rire. Donc, c'est possible que t'as peut-être un potentiel à faire du one-man show. Je sais pas comment ça marche. Mais admettons qu'aujourd'hui, j'ai une idée très précise que dans ma tête, je me dis, je vais faire un festival du rire. Ce sera un truc génial. Et j'ai cette vision en tête. Et même si j'appelle 15 humoristes et que les 15 me refusent, je sais, au fond de moi, je sais que je vais y arriver. Qu'importe que les 15 me refusent. Là, tout à l'heure, juste avant que tu m'appelles, il y en a eu un 16e qui m'a dit, Antoine, c'est génial ton idée. On va lancer ça en grand. Je vais même produire ton idée. Donc, ça veut dire que dans ma tête, l'idée, c'était de réussir ça, tu vois. Alors, en l'occurrence, je sais pas si j'en ferai un business, ni si c'est juste pour rigoler. Festival de rire pour rigoler. Mais en l'occurrence, enfin, à partir du moment où tu as ta vision, où tu as ton objectif qui est clairement défini, il y a quasiment rien qui peut t'empêcher. C'est un peu comme, je sais pas, quand tu as un bateau, quand tu as le phare, quand tu as un phare en face de toi, tu suis la ligne, la lumière, et même si le vent t'emmène à droite et à gauche, tu as toujours cette ligne directrice. Tu vas aller vers ce phare. Tu vas y aller, même si le vent t'emporte, même si la marée t'emporte, tu sais où tu vas. Et je crois que c'est important d'avoir cet objectif. Alors oui, c'est difficile de trouver des clients. J'ai une cliente, je peux te citer un exemple très simple ou pas? J'ai le temps ou pas? Bien sûr, oui, Oui, t'as le temps, t'inquiète pas. Il y a pas la cloche, il y a pas la cloche à la fin. C'est la cloche. Pour l'instant, il y en a pas, donc on peut déborder. T'inquiète pas. Alors là, c'est pour ceux qui vont écrire poisson vert en commentaire, parce que là, c'est vraiment, on arrive dans le dernier tiers, là. C'est les mecs, ils écoutent ça, c'est des fans hardcore, c'est des gens, ils sont bien, c'est ceux qui vont réussir, qui arrivent juste là. Par principe, en fait, tu sais, c'est un peu comme monter l'Everest, en fait, ton podcast. Ça, c'est comme moi, mon frère, donc, dans les effets spéciaux, c'est par principe, tu sais, tu vas au cinéma, t'attends la fin du générique, tu vois, par respect pour le mec qui faisait les cafés sur le plateau, tu vois, par respect pour ce mec-là qui est au générique éventuellement. En fait, ils y sont pas. Pour la petite histoire, il y en a plein qui sont pas. Voilà, il s'est passé un temps avant que mon frère soit au générique. Donc là, on arrive sur ceux qui vont réussir. C'est ceux voilà, quand tu montes l'Everest, t'en as lâché plein en cours de route, ceux qui se sont arrêtés au bout de 100 mètres d'altitude, etc. Là, on arrive sur les hardcore, ceux qui peuvent aller jusqu'au sommet du truc. Et donc là, je peux vous citer un grand secret parce qu'on pouvait pas le dire au début. C'est juste pour ceux qui vont écrire poisson vert. J'ai une cliente. T'as les mecs, attends. T'as quand même les mecs, tu sais, qui ont écrit banane, qui finalement décroche, mais ils regardent dans les commentaires, ils voient poisson vert, ils vont se dire mais pourquoi il y a des mecs qui ont mis poisson vert, j'ai pas entendu poisson vert. Et ouais, mais ils sauront jamais, les mecs. Eh oui, c'est comme ceux qui seront en bas de l'Everest et qui prendront des photos du sommet, mais de loin, tu vois, ils sauront jamais comment c'est d'être dessus, tu vois. Donc là, on arrive sur les meilleurs, les meilleurs conseils pour les. Mais là, il faut que je chuchote tellement que le machin est confidentiel. Vous êtes prêts ou pas? Je peux pas le dire à haute voix. J'ai une cliente. Je peux pas vous dire son nom. Je peux vous dire son nom. Elle s'appelle Claire. Et j'ai une cliente qui travaille sur l'efficacité. Et elle a décidé pendant le confinement, donc là je vous rappelle pour ceux qui seront pas dans le confinement quand ils écouteront ce podcast, elle a décidé d'offrir de l'accompagnement gratuit pendant le confinement. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, je m'appelle Claire, moi ce que je veux c'est vous aider à être plus efficace, à réfléchir à vous-même, à vous améliorer, parce qu'on a le temps pendant le confinement, donc je vous propose un coaching qui est gratuit, je vous accompagne gratuitement. Et si jamais ça se passe bien, je vous proposerai après ça de vous accompagner, et ça coûte plusieurs milliers d'euros, tu vois. Et donc, elle met 50 € de pub, elle se récupère tellement de contacts sur son offre en rendez-vous téléphonique qu'elle doit embaucher 8 coachs, elle doit faire un tri sur qui elle accompagne pas. Et donc, elle a des tonnes de clients qu'elle accompagne pendant quelques jours ou quelques semaines dedans, gratuitement. Et à la fin, une fois que la fin de la période d'essai est finie, elle leur propose aux gens de les accompagner en payant. Mais ça coûte cher, ça coûte entre 5 et 50 000 €, tu vois. Le machin coûte cher. Et les gens, majoritairement, payent. C'est-à-dire que les gens viennent dedans, ils ont parlé avec Claire, ils ont kiffé, ils ont passé un bon moment, et derrière ils veulent aller plus loin, ils veulent continuer dessus. Donc oui, pour Claire, ça aurait pu être compliqué, elle aurait mis juste son offre, cliquez ici, payez 50 000 €, personne n'aurait cliqué. Maintenant, vu qu'elle aime ce qu'elle fait, vu qu'elle prend en charge le contexte dans lequel on est en période de confinement, vu qu'elle adapte son discours, vu qu'elle parle avec son cœur, les gens ont envie d'aller là-dedans, ils ont envie de la suivre, ils ont envie de foncer dessus. C'est une de mes élèves qui cartonne, elle est top Claire. Et dans plein de domaines, il y a plein d'exemples où il suffit juste d'avoir un discours qui est à peu près logique. Et si on ne trouve pas, il faut se faire accompagner, que ce soit de se faire accompagner par
Enfin, moi, je lis beaucoup de livres, je lis quasiment un livre par jour. Tu peux lire des livres dans le domaine où t'es pour t'inspirer, pour trouver des idées de texte ou des idées d'accroche. Tu peux aussi écouter un podcast comme celui de Patrick qui est juste génial pour trouver des inspirations et savoir quoi mettre sur tes pages, sur tes pubs ou sur tes vidéos. Et après ça, tu peux aussi éventuellement trouver un coach qui va te faire gagner un temps fou, sur ce qui marche pas et comment faire pour aller de l'avant. Et les trois solutions sont bonnes. Mais à un moment donné, il faut se dire que bah voilà, si jamais toi c'est pas ton truc d'acquérir des clients, passe par quelqu'un ou par un média ou par quelque chose qui peut t'aider à le faire. Et ça s'apprend en fait, et c'est tout simple après. Oui, ça peut être tout à fait comme moi finalement je sous-traite le montage de l'épisode du podcast pour optimiser un peu mon temps. Tu peux tout à fait trouver une solution pour faire de l'acquisition de leads si c'est pas ton cœur de métier, si c'est pas quelque chose qui t'épanouit, qui t'amuse ou dans lequel t'es pas forcément bon en fait. Je parle souvent de process en fait. Il y a par exemple dans le podcast il y a le process de création. Dans l'immobilier, je fais un peu d'immobilier. T'as des process par exemple pour l'architecture. Tu vois, je suis pas bon en plan, je griffonne des trucs, mais je confie à des gens qui ont du talent. Le fait de faire les plans, de faire la réalisation ou même de faire les travaux. Donc en fait, tu délègues certains postes et acquérir le lead peut être effectivement, je pense, délégable certainement même. Ça m'amène à Bien sûr. Et pour Claire, donc pour Claire, si on regarde son histoire, Claire qui a dû, alors je donne pas de chiffre, on va dire un chiffre au hasard, qui a gagné 200 000 euros en un mois, elle y connaît rien au pub Facebook, elle y connaît rien au texte de vente. Enfin, je l'ai aidé, je l'ai accompagné, je l'ai guidé vers les bonnes choses à mettre dedans. Mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'il est difficile de trouver des clients. Si jamais tu as le bon message, Claire n'aurait jamais réussi à générer 200 000 euros il y a 10 ans ou 20 ans en envoyant des papiers par la poste, en faisant truc équivalent. Ça aurait été extrêmement compliqué. Donc là, il était plus simple pour Claire, vu le contexte du confinement et vu son activité et vu la pub Facebook, c'était plus simple aujourd'hui de réussir ça grâce à tous les outils qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire faire une page en 3 clics, mettre une pub en 2 clics, mettre 50 balles de budget, récupérer 40 clients. Je vais faire plaisir à Stan, je vais reprendre l'image du camion de glace. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que il y a 10 ans, plus de 10 ans, tu aurais garé le camion de glace dans la meilleure rue, tu aurais galéré à le changer d'emplacement, alors qu'aujourd'hui, finalement, tu peux te garer, tu peux toujours te tromper de rue, mais tu peux défaire le frein à main, remettre un coup de moteur et te déplacer, et changer de corner et ressortir un peu d'affichage et refaire venir des gens devant ta boutique, quoi. Mais oui, exactement. J'ai lancé un produit hier. J'ai lancé un produit hier sur la confiance en soi. En montre en main, le produit a été créé en moins de 4 heures. Enregistrement, mise en ligne des fichiers vidéo, création de la page de vente. Je lance la pub. Donc, au bout de 4 heures, je lance la pub pour le vendre. Enfin, quand même record, tu vois. La demi-journée qui est bien investie. Je lance la pub, échec. Je fais ça avec un ami. Il me dit, oh, bah, c'est la loose, on s'est trompé. Enfin, voilà, on rentre chez nous. Voilà, bah, c'est fini, quoi. C'est fini. On a perdu, quoi. Je dis, mais t'es fou, quoi. C'est juste le début du combat, en fait. C'est le début du combat. On va le relancer 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, jusqu'à ce que ça se vende ou jusqu'à ce que j'ai compris pourquoi ça se vendrait jamais. Mais je laisse jamais tomber, en fait. Et là, c'est le 4e essai de pub, là, au bout de 24 heures. Et ça va partir. Le machin va partir d'une manière ou d'une autre. Et je vais essayer 4 accroches, 10 accroches ou 70 accroches. Tant que ça me fera marrer, j'essaierai des accroches différentes pour ce produit-là. Tant que ça me fera rire, j'essaierai. Et le jour où ça me fera plus rire, je ferai autre chose. Il y a 2 points. Il y a 2 points sur lesquels je veux revenir. La première, c'est pub Facebook, enfin pub en général. Est-ce que c'est devenu la publicité, le fait de faire la promotion d'une façon ou d'une autre de ce qu'on fait, c'est indispensable. Je veux dire, est-ce que ça... Bon, je suis très partagé entre le fait que les gens découvrent ton camion de glace spontanément parce que tu arrives à faire passer du monde devant par du référencement, par du posting à droite à gauche sur des groupes où il y a des gens qui sont dans la thématique que tu vises, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est indispensable de faire de la publicité malgré tout? Je classe ça. J'aime beaucoup, moi je suis très partisan là. Enfin, par exemple, je récupère mon ex.com, ça a été 10 ans de référencement, il y a 2000 articles de blog, il y en avait 6000, on en a dégagé 3/4, on a mis que les plus pertinents, etc. Travail monstrueux sur 10 ans. Et pour rien au monde, j'aurais redémarré ma nouvelle boîte là dans le marketing cette année en repassant 10 ans à faire du blog, sûr et certain. Il y a 3 types de contenus et il y a 3 étapes. Alors là, on était tout à l'heure sur Poisson Vert. Là, on est encore dans les plus hardcore. Là, c'est non seulement ceux qui vont sur le pic du midi tout en haut, mais en plus qui plantent un drapeau. Donc, mettez drapeau. Là, c'est les mecs qui sont allés jusqu'au bout du bout. Il y a 3 types de contenus qui peuvent s'enchaîner. Accroche-toi bien. Tout d'abord, tu as, pour démarrer vite comme Claire,
tu as de la pub Facebook. La pub Facebook, c'est génial. En une demi-heure, ta pub démarre, t'as des ventes, t'as des clients, t'as tout, quoi. Sauf qu'aussi, on sait que la pub Facebook, c'est aussi une galère. T'as ton compte de pub qui saute, t'as le coût de la pub qui est variable, t'as des haters, ton compte est bloqué. Enfin, on sait que c'est pas périn sur du long terme. Enfin, encore. Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que c'est pas périn sur le long terme. Mais sur du court terme, ça peut te mettre un sacré boost à ton business. Une fois que tu as ce boost-là, donc de trafic court terme, tu peux utiliser des moyens de trafic moyen terme, comme par exemple YouTube. YouTube, sur 6 mois, 1 an, si tu publies de manière régulière, par exemple, une vidéo par semaine, on peut estimer que dans 6 mois, tu as du trafic, tu as des gens, tu as des leads, etc. Donc, court terme, pub Facebook, par exemple. Moyen terme, lancer sa chaîne YouTube. Et après ça, tu as les moyens dits à long terme, comme par exemple créer des articles de blog. Là, il faut plutôt compter entre 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avant que le machin démarre, que tu aies des liens, que ça parte. Mais ce sont des stratégies qui peuvent se cumuler. Tu peux tout à fait, comme Claire, démarrer court terme sur du Facebook. Tu as des résultats dès demain, tu as des clients. Et puis te dire que en parallèle, tu vas commencer à publier une vidéo de temps en temps sur ta chaîne YouTube pour que dans 6 mois, 1 an, tu aies du trafic qui vienne dessus, et puis que d'ici peut-être 1 an ou 2, tu démarres ton blog et tu vas acheter, par exemple, 200 articles auprès de rédacteurs qui vont parler de sujets, parce que dans les 10 ans, tu veux pérenniser la chose. Et là, tu arrives à avoir le meilleur de chaque monde. Tu arrives à avoir du trafic à court terme, du trafic à moyen terme et du trafic à long terme. Il faut savoir aussi, par exemple, en termes de revenus par leads, accrochez-vous bien, parce que là, les mecs, on est sur le tip-top de l'Everest. Revenus par leads. Mes leads qui me rapportent le plus d'argent, c'est-à-dire les emails que je récupère qui achètent le plus chez moi, ce sont des emails de référencement naturel. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des emails qui viennent de YouTube. Un email de YouTube me rapporte à peu près entre 20 et 28 euros. Quand une personne met son email, c'est la moyenne de ce que ça me rapporte. Versus blog, c'est pareil, c'est à peu près dans les mêmes chiffres. Versus, par exemple, un email qui vient d'une pub Facebook ne me rapportera en moyenne que 12 euros. Donc, on voit bien que c'est 2 fois moins qualifié, c'est 2 fois moins qualitatif. Sauf que quand tu démarres, si je sais pas, si tu payes ta pub, si tu payes 2 euros pour avoir un email qui te rapporte 12, bah, tu fais pas la fine bouche. Enfin, c'est déjà cool quelque part. Génial, tu vois. Génial. La pub rapporte. Enfin, cool déjà. T'es pas milliardaire, mais la pub te rapporte quelque chose. Donc, c'est déjà un super début. C'est déjà un super début pour te faire connaître. Et puis, peut-être que même quand tu démarres ta stratégie de pub Facebook, tu peux aussi te faire des bases emails. Et puis du coup, quand tu lances ta chaîne YouTube, tu peux même prendre tes emails et dire aux gens, envoyer une mailing list en disant coucou, j'ai lancé une vidéo YouTube ou j'ai lancé mon podcast. Et du coup, ça vient renforcer l'algorithme. YouTube adore ça quand on voit du trafic dessus. Ça vient renforcer ta présence sur YouTube, tu vois. Et puis après ça, tu peux même intégrer à terme tes vidéos YouTube dans ton blog d'ici 2-3 ans, et ça vient renforcer le système. Moi, je suis pour le fait d'avoir des stratégies qui soient agiles et qui sont motivantes. Aujourd'hui, créer un blog de zéro et se dire dans 4 ans, ça va me rapporter, enfin, pour moi, c'est démotivant. Ouais, c'est difficile. Pour moi, mon festival de rire, faut qu'il soit en place demain soir, tu vois. J'ai pas le temps d'aller créer un blog. Enfin, demain soir, faut que ça parte, tu vois. Bah, c'est simple, on appelle Netflix, on leur dit au fait, on a une idée, tu nous laisses une backdoor sur ta plateforme, ou alors on trouve des mecs qui hackent Netflix, on met le truc. Les gens ne me répondent pas. Ouais. Ils veulent pas. Non, ils te snobent, c'est pour ça. Donc oui, c'est mal la pub Facebook. Oui, c'est mal, c'est chiant, c'est cher, et c'est pénible, et ton compte est banni, et c'est pas terrible. Oui, mais si tu démarres et que t'as déjà du chiffre et du fric et des clients, génial, non? C'est plutôt cool. Ok, ouais, c'est pas le meilleur moyen peut-être, mais c'est cool. Je suis passé par cette étape-là de faire de la pub Facebook à l'époque pour le Shopify, et c'était marrant parce qu'en fait j'avais été ban genre pour une mauvaise pratique. Je sais plus quelle mauvaise pratique ils avaient officiellement sorti. Et en fait, tu vois, j'étais allé sur les forums et la panique, tu vois, je me dis c'est ma seule source de trafic, ça y est. Et en fait, les mecs te disent ouais, bah c'est mort quand t'as été ban, c'est fini, nanana, etc. Et moi, tu sais, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je me suis pas démonté. Alors peut-être que ça a changé, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup refait de publicité Facebook depuis, c'est un tort certainement. Et du coup, j'avais écrit, et ben figure-toi que j'avais été lu et que j'avais été déban. Tu vois, donc comme quoi. Moi, je dis souvent, qui t'a dit, tu vois, souvent le mec te dit, ouais, mais à ce qui paraît, c'est pas possible. Tu vois, moi, je fais du Airbnb, on m'avait dit, ouais, à ce qui paraît, nanana. Quand je me suis lancé la première fois sur mon premier appart, on m'a dit, ouais, mais t'as vu, il y a la réglementation des 120 jours, ça va être des mecs, en fait, tu dis, mais attends, alors, toi, tu fais donc autorité, tu sais ça d'où?
Parce qu'en fait, ton métier, c'est pas ça à la base. Toi, je veux dire, je sais pas, conducteur de bus, ou t'es postier, ou t'es machin. Tu sais, c'est un pote, un proche, une connaissance, hein, quelqu'un qui s'inquiète pour toi, mais qui a un avis. Tout le monde en France, en ce moment, hein, surtout en ce moment, tu vois, entre les traitements médicamenteux, comment devrait se pratiquer la médecine, comment devrait se pratiquer la politique, quelles devraient être les mesures sanitaires à appliquer. Tout le monde a son avis. Tout le monde est médecin, psychologue, enfin, les gens, je leur dis, mais lance-toi dans la politique. T'as raison, t'as certainement raison, t'as certainement des bonnes idées, mais vas-y, prends ton bâton de pèlerin, guide les brebis égarées que nous sommes, mais par pitié, s'il te plaît, arrête de polluer mon mur avec tes conneries, et sois quelqu'un d'éclairé, quoi, et éclaire les gens, tu vois, mais par contre, arrête d'être un mec qui est haineux, qui dit de la merde les 3 quarts du temps. Enfin bon, bref, c'est une parenthèse. Et puis bon, des fois, tu veux donner un conseil aux gens, et c'est aussi une parenthèse, un conseil aux gens parce que tu penses de bonne foi avoir reçu une information que tu pensais pertinente, ou finalement il s'avère que peut-être pas, et les gens, tu vois, s'excitent, s'énervent, etc. Enfin, donc du coup, c'est pour ça que tu sais, partager, commenter, publier l'actualité, je le fais assez peu. Je me surprends des fois à vouloir poster un truc, et tu vois, je me retiens des fois je le fais, des fois je le fais, et après t'effaces, tu sais, ton commentaire, tu dis ouais, non, c'est bon, ça part en cascade, les gens comprennent pas ce que je voulais dire. Ouais, bref, bon, c'est une parenthèse, ça nous intéresse pas vraiment, mais donc la publicité Facebook. L'autre sujet là que je voulais rebondir, c'est est-ce que on entend souvent, tu vois, il y a le côté lean startup, c'est-à-dire je fais un test, un micro-test, j'engage pas trop de temps et je vois ce que ça produit. Tu vois, la notion de je lance une pub à 5 € sur un truc, sur une première vidéo pour voir est-ce que les gens sont intéressés par ce que j'ai à proposer, quel que soit le message, la publicité ou le produit. Tu vois, genre pour un livre que tu n'as pas encore écrit, pour une formation que tu n'as pas encore écrite, etc. Est-ce que tu crois à ça, ou est-ce que tu fais des produits finis parce que tu crois dans un produit fini, parce que c'est ta passion, ton truc vraiment vissé au corps, et après tu t'échines à essayer de le vendre? Moi, je pense qu'il faut rester toujours sur la première option, mais je voulais savoir quel était ton sentiment. Est-ce que tu as un avis tranché là-dessus? Alors nous, c'est marrant, on n'est que Lean Startup ou Société Agile, on est que ça, hein. Là, typiquement, le produit que j'ai lancé hier, il manque la moitié des modules, hein. Mais je me dis, voyons déjà voir si ça se vend avant de créer la fin des modules ou l'intégralité. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça nous a... je suis obligé de te couper, ouais. Parce que sinon je vais m'y perdre. Mais on est d'accord qu'il y a déjà la moitié. Il n'y a pas un tiers, il n'y a pas un quart, il n'y a pas un dixième. Tu as déjà fait au moins la moitié du boulot? J'en ai fait la moitié. Souvent, j'en fais quand même la moitié. J'en fais une partie pour ma conscience. Donc, par exemple, je sais pas si c'est un audio, il y a un e-book et 3 audios, je vais peut-être faire que l'e-book ou que les 3 audios, et puis je ferai le reste après. Je commence par le plus simple. Ouais, ok, ça marche. Non, mais c'est intéressant. Pour ma conscience. Ouais, non, mais pas de souci. Et puis, mais ça nous a joué des tours d'être un peu trop agile, parce que des fois, tu mets pas... Il est difficile d'estimer l'énergie qu'il faut mettre dans un test pour savoir si le test est bon ou pas. Typiquement, si tu fais ta page un peu à la va-vite, elle peut être un peu trop faite à la va-vite. Tu sais, il y a la fameuse loi Pareto, genre je fais 20% pour avoir 80% des résultats. Des fois, quand tu fais pas assez, quand c'est pas assez propre, le test peut te desservir et peut t'envoyer des mauvais résultats ou des mauvais signaux. Et typiquement, une page de vente qui est pas assez travaillée, un titre qui est pas bien foutu, une pub qui est un peu loupée, peut totalement échouer, et peut parfois totalement échouer. Donc maintenant, on est agile dans l'esprit, avec moi et mon équipe, on est agile dans l'esprit. Donc on n'a pas le choix, en fait. On ne peut bosser que comme ça. C'est juste qu'on voudrait faire autrement, on pourrait pas, en fait. On n'est pas câblé pour bosser autrement. Moi, j'ai besoin de mettre vite en place. J'ai une motivation qui marche comme ça. Là, par exemple, tu vois, sur le produit, j'ai ma motivation. Je sais que pendant 4 heures, je vais être très motivé. Après ça, je vais me démotiver. Donc, j'ai intérêt à tout produire, à tout poser avant 4 heures. Et au bout de 4 heures, je vais me démotiver, j'en pourrai plus. J'irai me balader, jouer avec ma fille, mon fils, et faire autre chose. Donc, quelque part, on n'a pas le choix que d'être agile. On n'a pas le choix que de sortir des machins. Et après ça, on va venir bétonner si jamais ça marche bien. On refait une passe dessus, 2 passes, 3 passes, etc. Jusqu'à ce que le produit soit propre et beau, mais... Il y a une jolie image. Il y avait une société américaine qui avait créé devant les amphithéâtres. Il y avait un grand champ et ils avaient créé une allée principale en béton pour que les étudiants puissent marcher dessus et aller jusqu'à leurs appartements. Et en fait, il s'avère que les étudiants ne prenaient pas ce chemin-là bétonné. Ils prenaient des chemins dans l'herbe. Et ce qui fait qu'au bout de quelques mois, on pouvait voir dans l'herbe qui était donc dans la pelouse, on pouvait voir les traces des gens où il y avait plus d'herbe dessus. C'était là où les gens sont passés. Et le directeur de l'université a décidé d'enlever totalement le chemin en béton qui avait été fait et a bétonné l'endroit où les étudiants passaient toujours. Comme ça, ils se sont adaptés à là où passaient les gens au final.
et non pas l'inverse. Ils n'ont pas imposé, ils ont bétonné là où les gens passaient. Et moi, dans ma tête, enfin, en tout cas, dans ma façon de travailler, c'est un peu ce que je fais. Je donne une piste, par exemple, j'irai créer un champ en herbe, j'irai regarder où les gens marchent, et après ça, j'irai bétonner l'endroit où les gens marchent. C'est ma façon de fonctionner. Si jamais je me dis, tiens, je vais lancer un guide sur la confiance en soi, je vais d'abord poser quelque chose, je vais voir est-ce que les gens cliquent, est-ce que les gens sont intéressés, est-ce qu'ils veulent en savoir plus ou pas. Et si jamais ils sont intéressés, dans ce cas, je continue de bétonner jusqu'à la fin du programme ou du projet. C'est hyper intéressant. Ça m'amène à une autre question sur les taux de conversion. Quels sont toi les métriques en fait que tu regardes et quels sont, on va dire, tes indicateurs? Moi, j'avais souvent entendu parler d'un chiffre genre 3%, tu vois, par exemple. Genre 100 personnes arrivent sur ta page, si tu as 3 mails, eh ben, c'est pas mal déjà, c'est un bon taux de un bon taux de conversion. Qu'est-ce que tu observes, toi? C'est quoi pour toi l'indicateur où il faut s'inquiéter parce que tu convertis pas du tout ou tu convertis bien, tu vois, pour les mecs qui démarrent des pages, des trucs et qui essaient de capter des mails? Un bon... Un chiffre qu'on regarde vraiment tout le temps, celui qu'on regarde le plus, c'est le nombre de ventes par rapport au nombre de personnes sur une page de vente. Si 100 personnes passent sur ta page de vente et que tu n'as pas au moins 2-3 achats, c'est qu'il y a un problème. C'est le chiffre qu'on utilise le plus souvent. Enfin, tous les jours, on s'arrange toujours pour avoir 100 personnes sur une page de vente avant de tirer la moindre conclusion. Si jamais ils sont que 50 ou que 20 ou que 10, on tire aucune conclusion. On attend toujours qu'il y ait 100 personnes. Et si au bout de 100 personnes, il n'y a pas eu 2-3 ventes, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que le produit n'est pas bien fait, il est trop cher, ou le pitch n'a pas été bien foutu, ou l'offre n'est pas terrible, ou il y a eu un souci. Ça c'est vraiment celui qu'on regarde le plus. Après ça, je peux t'en donner tellement des chiffres, je ne sais même pas par où démarrer. On a souvent une... la captation, la rétention mail sur une offre où tu vois, ton offre, je sais pas, tu mets une newsletter, tu vois. Alors, tiens, je vais te donner un exemple typique. Newsletter, c'est 5%, newsletter du podcast. 5% chez nous, sur un blog. 5%. Newsletter sur un blog. Okay. C'est 5% le nombre de gens qui vont s'inscrire à ta newsletter. Après, entre 4 et 5%, je dirais. Ça marche. La petit truc marrant, j'ai vu ton post sur la publicité dans le métro. Pourquoi la publicité dans le métro? Est-ce qu'il y a un taux de conversion? Est-ce que tu as pu mettre un métrique en mettant par exemple comment on appelle ça, un QR code pour essayer de mesurer le trafic depuis cette publicité métro? Et est-ce que c'est juste pour le branding? Voilà, et combien ça coûte une pub dans le métro comme ça? Et figure-toi que ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte moins cher que ce que tu pourrais penser. J'ai peur de dire une bêtise en donnant des chiffres. En fait, on a lancé une campagne. On a pris toute une station de métro. C'était Charles de Gaulle Étoile, qu'on a repeint entièrement avec le site je récupère mon ex.com. On a voulu mettre un QR code et on a oublié au dernier moment, mais on nous a dit que de toute façon, personne n'utilisait QR code, donc ce serait même pas représentatif. On a observé des petites augmentations de trafic sur le site web, donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis après ça, au niveau du prix, j'ai un doute entre la campagne M6, parce qu'on a lancé une campagne de pub en même temps, dessus, mais je crois que j'ai vraiment peur de dire une bêtise. Alors je te donne un chiffre, mais il est probablement totalement faux. Je crois que pour 100 000 € à l'année, tu pourrais avoir ta station de métro. C'est-à-dire que si tu mets 100 000 €, tu peux posséder ta station de métro, tu mets ce que tu veux dedans à l'année. Si ça se trouve, ce chiffre est faux, encore une fois. Il faudrait que je vérifie dans la compta. Mais je crois que pour 100 000 balles. Alors 100 000 balles, ça fait une somme. En même temps, si jamais tu fais 5 millions par an, tu te dis, bon, allez, vas-y. Pour 100 000 €, j'ai ma station à moi. Je mets ce que je veux dedans. Je peux mettre moi en maillot de bain. Je peux mettre un message pour un pote. Je peux mettre ce que je veux. Ta station à toi, quoi. Et pour le branding, c'est marrant parce que si jamais tu mets 100 000 balles en pub Facebook, tout le monde s'en fout de toi. Par contre, si t'as une station de métro, t'es quand même regardé différemment après. Les gens t'en reparlent. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'en ont reparlé, qui étaient épatés, alors que mes amis de mes pubs Facebook, ils s'en foutent, tu vois. Bien sûr. Le fait d'arriver dans le monde réel, c'est épatant quand même. Et tu te rappelles, il y a genre une cotation, genre il y a des stations de métro, genre ça vaut 3 fois le prix, et il y a des stations, genre t'es au fin fond de la ligne 13, ça vaut que dalle, et t'es Roissy Charles de Gaulle, ça vaut... Il y a différentes, il y a différentes cotations, et puis c'est des prix qui sont dégressifs aussi. Alors par exemple, si jamais tu prends 2 stations, c'est moins cher qu'une. Ou si jamais tu en prends 2 qui sont un peu moins fréquentés, ils peuvent t'en offrir une autre, etc. Ou si jamais tu prends plus longtemps, tu prends par exemple, je sais pas, 1 mois au lieu de prendre 2 semaines, ce sera dégressif. Donc les prix sont très variables dedans. Et si jamais alors la petite info que je savais pas, si jamais t'as personne qui prend ta place après toi dans la station de métro, si jamais personne n'affiche de pub après toi, ta pub reste en fait. Donc si jamais t'as pris 2 semaines, mais qu'après ça, je sais pas, c'est genre le week-end de Pâques ou la Saint-Valentin ou autre et que personne n'a pris la place, bah tu peux rester dedans pendant 1 mois ou 2 en fait. Ah, c'est cool.
C'est Voilà, marrant. c'est bon. Le jour où ton podcast t'en fait une pub dans le métro, c'est ce qu'il faut que tu saches. Ouais. Prends une semaine et puis comme ça, si jamais il y a rien derrière, Je me tu restes je affiché. me verrais bien avec mon portrait, tu sais, un peu ténébreux comme ça dans dans le Ouais. métro, ça serait assez, ouais, ça serait assez marrant. En fait, ce serait surtout marrant de pas Le le dire aux retour sur proches. investissement, il est pas évident. Je pense pas je pense pas que ce soit des pubs qui puissent être rentables. On est vraiment sur du branding, sur du long terme, en se disant que on installe la marque dans le temps. Mais c'est pas mesurable. Déjà, d'une part, tu peux pas mesurer. D'autre part, je pense pas que tu puisses vraiment attendre d'avoir de la rentabilité dessus. Tu t'es forcément à perdre, quoi. Mais après ça, il y a aussi un kiff personnel. Tu vois, tu peux te kiffer à te mettre une pub dans le métro et trouver ça rigolo et puis Ouais, qu'on c'est sûr. parle un peu de toi, quoi. Et puis après ça, admettons, je sais pas, tu mets une pub dans le métro, t'as un journaliste qui passe par là, qui t'interview, et puis du coup, tu passes à la télé. Enfin, le machin peut déclencher des choses en fait, qui sont dures aussi à mesurer au Tout final. à fait. Écoute, on va complètement rentrer dans la fin du podcast. Il y avait quelques questions, on va dire, du dernier carré que j'avais envie de te poser. La première, elle est relative à tes outils. Qu'est-ce que tu utilises principalement comme outils informatiques, outils matériels pour développer tes business? On a parlé un petit peu, tu vois, les mailing lists, les plateformes d'hébergement, les plateformes de création de contenu, etc. Qu'est-ce que tu utilises comme tes best outils, tu vois? J'en ai 4 que j'utilise. On est tous les jours dessus avec mon équipe. On est tous les jours toujours dessus. Il y a ClickFunnels, beaucoup décrié, trop cher, pas assez efficace, patati patata. On est tout le temps dessus. ClickFunnels pour la création de pages, de tunnels, de bons de commande, etc. C'est top. Le deuxième, c'est ActiveCampaign, qui est une tuerie. C'est un autorépondeur. C'est un outil de mailing qui est juste génial. ActiveCampaign, je les aime. Ces gens-là, je les aime. Ils ont un taux de délivrabilité qui est hallucinant. L'outil est simple. C'est superbe. C'est vraiment, mais magnifique. Et après ça, on a Quanto et Stripe, qui sont les deux autres outils qu'on utilise beaucoup. Quanto, c'est pour la banque en ligne. Ça permet d'avoir c'est une banque en ligne en fait. Tu peux dessus aller mettre tes comptes, créer des accès aux collaborateurs, faire des choses qui sont très rapides dessus. Ça change un peu des médias traditionnels, des caisses d'épargne, BNP. Enfin, je vous aime quand même les autres, hein, mais et Quanto est vraiment un outil. Tu peux générer des cartes virtuelles en quelques clics. C'est super chouette. Et Stripe pour le paiement est très pratique aussi. Pareil, encore une fois. Après ça, chaque outil a ses bugs, hein, mais ça marche bien. Est-ce que tu as cherché à migrer, à changer récemment sur le podcast? J'avais Aurélien Amaker et la plateforme du coup System.io. Il y a LearnyBox également en plateforme pour faire des pages. Est-ce que tu as cherché à tester autre chose ou pas? Ou parce que ça fonctionne, tu restes sur ce que tu connais? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plateformes se valent réellement. C'est-à-dire System.io. Je parlais ce matin à un ami de quelque chose qui est très, très, très tendance en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dessus. C'est Kajabi, Kajabi, qui a des zones membres en plus. Donc, c'est un équivalent de ClickFunnels et de System.io et de tous les autres. Ça permet de faire des pages de vente et des zones membres. Kajabi, c'est superbe. Il y a des zones membres magnifiques tu peux surveiller la progression des gens. Tu peux débloquer du contenu que s'ils ont vu au moins X% de la chose d'avant. C'est juste magnifique, magnifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des plateformes qui se ressemblent. Alors, au tout début, à la création, elles avaient des grosses différences parce qu'elles avaient leurs limitations, etc. Mais avec le temps, plus le temps passe et plus toutes ces plateformes se ressemblent. Et puis, plus elles se ressembleront encore d'ici un an ou deux. Donc, je pense pas qu'une plateforme te fera faire 2 fois plus d'argent qu'une autre. Au final, elles se ressemblent toutes, tu vois. Prends-en une qui te correspond à peu près dans l'état d'esprit, dans l'humeur, et dont t'aimes bien la marque, mais ça changera rien. Je sais que par exemple, on a tout migré de LearnyBox vers ClickFunnels. On a dit qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient différentes il y a 2 ans. On a passé 3 mois dessus, on n'a pas eu 1% de différence de chiffre d'affaires. Les deux plateformes ont chacune leurs points positifs et ont chacune leurs bugs. Mais ça reste, ça reste deux plateformes qui sont pleines de points positifs et de bugs et c'est tout, quoi. C'est comme en amour, en fait. Tu sais, des fois, tu quittes une femme pour une autre. En fait, non, elles ont toutes les deux des points positifs et des défauts. Tu peux pas les comparer si facilement. Mais avec les deux, ça peut le faire, tu vois, au final. Et je sais pas si mon image est très bonne. Si, ça marche. En termes d'organisation, au niveau des équipes, au niveau de ta structuration de ton travail, moi qui suis très porté sur l'organisation, la gestion de projet, etc., tu as une méthodologie particulière? Tes équipes sont localisées, délocalisées? Comment ça se passe? Sur j'récupère-mon-ex.com, on a des bureaux à Lille dans lesquels il y a une dizaine de personnes.
Et on avait fait le choix, il y a 4 ans de ça, de les laisser libres de faire leurs tâches, leur planning, un peu comme chez Google, enfin, en mode un peu société moderne, tu vois? Faites ce que vous voulez, venez travailler ou pas, restez chez vous ou pas, on surveille tout en ligne. Enfin, tu vois, un truc assez Jones. Et au final, ça a mis un stress dingue aux équipes et on est revenu sur une organisation pyramidale, c'est-à-dire, bien, enfin, tout bêtement, enfin, préhistorique, tu vois, avec un chef d'équipe qui va diriger des gens qui ont chacun aussi des stagiaires ou d'autres personnes dans leurs équipes. Et ça a réduit le stress, ça a beaucoup réduit le stress dans l'entreprise. Donc des bureaux et une organisation pyramidale où tu as toujours un chef à qui, si jamais tu as une question, tu peux poser la question. Ça marche très bien. Et sur Atom Prod, qui est ma société de web marketing, j'ai deux bras droits. Qui eux sont très indépendants et très libres, et je leur donne juste à peu près la direction et ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est bizarrement, en petite équipe, ça marche bien. Mais probablement que si on était 7 dedans, ça créerait le même genre de problème. Donc ça dépend de la taille de l'équipe, encore une fois, et ça dépend de la taille de l'équipe, ça dépend du truc. Ça marche. Tu vois, si t'es 2, si t'as un assistant, t'as pas besoin d'avoir des bureaux où tu te vois tous les jours, tu peux être à distance, ça marche aussi, tu vois. Maintenant, peut-être qu'à 5-10, t'as peut-être intérêt à commencer à structurer le truc. Peut-être que si vous êtes 50 derrière, t'as intérêt d'avoir des bureaux, enfin, je sais pas, tu vois, ou organiser des moments où tout le monde peut se retrouver. Moi, par exemple, je suis à distance de mon équipe, là, qui est à Lille. Moi, je suis à Marseille. Je me retrouve aujourd'hui, je me retrouve parfois un peu déconnecté des projets parce que j'ai pas les discussions de café, je sais pas exactement ce qui se passe, etc. Au niveau on en a parlé un peu en off, donc ça serait intéressant, effectivement, je vais de le repartager, sur tout ce qui est développement personnel, sur justement le mindset, etc. Est-ce que tu as des gens que tu suis? Est-ce qu'il y a des lectures particulières que tu as faites ou que tu recommanderais aux auditeurs? Oh là là, dans la partie mindset, c'est ça? Plus précisément, mais ça peut être business aussi, mais est-ce qu'il y a justement, on va dire, quelques pierres angulaires? Tu me parlais tout à l'heure de Joe Rogan, je crois, en personne que tu as suivi, qui est, on va dire, l'étoile montante, tu m'as dit. Du podcast, il est très bon, il est très bon. Je lis beaucoup, je suis un peu un ayatollah de la lecture. Je lis, je peux arriver jusqu'à 3 livres par jour parfois. Alors attends, je t'explique. C'est pas vraiment 3 livres par jour. Je lis un livre le matin sur le business. Donc ça, c'est au réveil. Je vais lire quelques paragraphes d'un livre business le matin. Vers 14h, ce sera un livre sur la santé, typiquement comment mieux s'alimenter, comment mieux dormir, etc. Et le soir, je vais lire souvent un morceau d'une biographie parce que je trouve ça très inspirant. Je fais des super rêves après ça. Tu lis la biographie de Schwarzenegger, etc. T'es au top. Et en ce moment, alors pile en ce moment là, si je te dis où je suis, en ce moment je suis dans tout ce qui est minimalisme et pleine conscience. En ce moment là, c'est comment vivre plus heureux avec moins et comment être un peu moins dans sa tête. Alors sur la partie, alors ça c'est minimalisme, et sur la partie pleine conscience, c'est comment retrouver conscience de ce qui nous entoure. Enfin moi je suis beaucoup dans mon ordinateur, donc des fois je me déconnecte un peu du monde extérieur. C'est comment retrouver le bonheur du quotidien, je sais pas, genre toucher la table qui est devant toi, respirer avec bonheur, etc. Et Eckhart Tolle qui est très très bon là-dedans. C'est eux en ce moment que je suis. Sinon, j'ai beaucoup d'influence. Ouais, chaque mois, chaque semaine, son influence. J'aurais du mal à. Si je devais emmener 3 livres sur une île, j'aurais du mal à décider. T'emmènerais une Kindle, non? Mais il faudrait un chargeur solaire. Le Kindle. J'emmènerais le Kindle. J'emmènerais le Kindle. Mais j'ai des semaines où je vais me motiver, par exemple, pour de la persuasion. D'autres semaines, ce sera de la vente. D'autres semaines, ce sera de la lean startup. D'autres semaines, ça va être. Tiens, là, je me suis acheté des livres pour comment créer une tiny house. Créer une tiny house, vivre dans la forêt, faire du. J'avais une période de survivalisme il y a 2 mois de ça, et là, je reviens un peu dessus avec la partie tiny house. Dans ce contexte, enfin dans ce cadre-là, je peux que te recommander, si c'est pas déjà fait, le reportage minimaliste qui a été fait sur Netflix, que je trouve. J'ai adoré, je l'ai vu. Ouais, très sympa. Super. Du coup, bon, malgré tout, je vais quand même te demander, je demande toujours aux auditeurs, est-ce qu'il y a vraiment un livre qui t'a fortement marqué, inspiré, un livre que tu recommanderais, tu vois, genre, je sais pas, c'est Le Grand Bûcher, on supprime tous les livres, mais t'as le droit d'en sauver qu'un seul, tu vois, tu peux en mettre qu'un seul dans ta valise, justement, tu peux en mettre qu'un seul dans ta bibliothèque de ta tiny house, tu vois, c'est le livre unique, lequel t'emmène, tu vois, t'as pas le droit, il y a pas de chargeur solaire, c'est fini, t'as plus le droit, il y a plus de batterie, en fait, on peut plus avoir les batteries, il faut. Je vais tricher, ok. Celui que je recommanderais, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je peux pas le redire. Ce serait l'hypothèse du bonheur. S'il y en avait un seul, s'il y en avait vraiment
un seul, ce serait vraiment celui-là. Mais j'ai déjà dit, donc je vais en dire un autre. Il y a un livre que j'ai adoré, qui était numéro 1 des ventes il y a 1 an, je crois, ou 1 an et demi, qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, qui a été écrit par, que je te dise pas, Marc, comment il s'appelle? C'est pas Manson? Manson, je crois, ouais. Mark Manson. Il doit avoir déjà 1 an et demi, je pense. Magnifique, qui remet en question, ça m'a remis beaucoup de choses en question sur, en 2016 déjà, oui, il a un peu plus de 2 ans. Il a été traduit en français il y a 1 an et demi. Et qui m'a remis en perspective beaucoup de choses dans la partie du dev perso, des gourous autoproclamés, etc., qu'on écoute. Du fait aussi qu'on puisse des fois te faire douter de toi. Tu sais, quand tu vas à des séminaires de motivation, on te fait penser qu'il faut que tu te motives, que tu sois meilleur, etc. Alors qu'en fait, tu as déjà plein de choses qui sont très bien chez toi et tu peux t'aimer, tu peux être très heureux, imparfait. On parlait tout à l'heure de s'aimer, de kiffer quand on n'est pas forcément très riche. On peut kiffer sa vie comme personne en étant moyen, dans des revenus moyens. Tu peux kiffer ta vie en étant aussi imparfait, en ayant 3 kilos en trop, en ayant des cheveux en moins, en ayant un jogging. Tu peux être le plus heureux du monde, tu vois. Et ce livre-là, L'art subtil de s'en foutre, c'est envoie promener tous ceux qui te forcent à la perfection, au travail, à la remise en question. En fait, sois heureux comme t'es. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré en une soirée. Il y a un truc comme ça pour rebondir là-dessus, c'est moi j'avais la notion, tu vois, j'avais tendance à on a souvent cette tendance en fait à dénigrer un peu et à oublier les réussites, les petits succès, les petites. Tu vois, on focalise des fois tu focalises sur tes échecs. Tu dis ça, il y a pas beaucoup d'écoute, il y a pas beaucoup de trucs, il y a pas beaucoup de machin. Tu vois, je vais faire encore une comparaison avec le podcast, mais c'est vrai. Et en fait, tu dis, mais attends, mais il y a combien d'épisodes? On arrive quand même à être régulier malgré tout. Ok, t'es pas aussi régulier que un tel qui font que ça, tu vois, de leur journée. Mais tu dis. Tu vois, c'est comme en investissement IMO, tu vois, t'as le côté, t'as du mal à lancer un projet, des mecs en lancent 5 en même temps pendant ce temps-là, et tu dis, ouais, mais j'arrive pas à faire aussi vite. En fait, on a beaucoup tendance à se comparer, tu vois. Et c'est intéressant moi, je consacre un peu de temps, tu vois, régulièrement, à m'arrêter, déjà à noter les réussites, et à consulter la liste des réussites, tu vois. Quand tu dis, ouais, ça n'a pas marché, ça fonctionne pas, ça va pas assez vite, tu dis, oh, tu te mets une grande claque et tu te dis, mais en fait, si, ça fonctionne pas si mal. Regarde la liste des réussites quand même. Ah ouais, on avait déjà fait tout ça quand même. Ouais, ouais, t'as fait ça en fait, mais t'as oublié. T'as oublié de te féliciter pour ça. Donc aussi, tu sais, il y avait un mec qui avait dit un jour, tu sais, de fêter un peu les victoires. Et j'avais entendu, c'était les mecs de chez The Family qui disaient, ouais, on fait des méga teufs pour fêter des trucs, tu vois. On fait souvent des teufs pour fêter plein de trucs en fait quand tu réussis. Alors, bon, si tu fais tous les jours et que tous les jours tu fais chauffer la CB, c'est chaud. Mais tu vois, la notion aussi de te faire une récompense d'un objet vraiment. Moi, par exemple, quand j'ai réussi mon premier investissement immobilier vraiment au bout du bout, je m'étais fait plaisir en achetant le Mac sur lequel je bosse encore aujourd'hui, sur lequel on enregistre là. Et tu vois, c'est vraiment un outil de travail avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et c'était une forme aussi de dire, c'était un reminder, tu vois, un rappel, la Madeleine de Proust, de dire, mais tu vois, ça fonctionne, tu arrives à faire des trucs et regarde, ça c'était par exemple une récompense que tu as faite à cette occasion, tu vois. Tu vois, la fameuse, je sais pas, c'est le Gomet, tu sais, quand les mecs ils ont les bracelets là, quand ils ont gagné, je sais pas, le World Poker Tour, je crois ils ont une récompense, etc. Tu sais, c'est un rappel de ce que, ou comme les mecs ont les Oscars, ou tu vois, les célébrations, ils ont un objet qui n'a pas forcément une valeur monétaire, enfin, quoi que des fois si, mais c'est pas forcément le chèque qui compte, c'est aussi la preuve, le témoignage d'un truc que tu as réussi à passer, un cap que tu as passé ou une réussite que tu as faite. Et c'est marrant, sur une course, il y a une grosse course dans le Nord, là, un triathlon assez mythique, où quand les mecs ils sont finishers, tu sais, bon, ils ont 2 t-shirts différents, il y a ceux qui vraiment finissent complètement le truc, c'est le triathlon le plus dur au monde là, dans les pays nordiques, et les mecs ont juste un t-shirt d'une certaine couleur, je crois que c'est t-shirt noir quand t'es finisher dans les premiers en haut du Gob at Open, je crois que ça s'appelle. Il y avait un reportage dans Intérieur Sport, tiens, je le mettrai dans les... Je vais me le noter, je le mettrai dans les descriptifs du podcast en fait, pour ceux qui sont allés après drapeau et après banane rouge et poisson bleu, etc. Poisson vert. Du coup, on va finir là-dessus. Juste une dernière chose, est-ce que tu as une citation, est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as une phrase que tu te remémores souvent et que tu peux partager avec nous? J'en ai 2, j'en ai plein en fait, j'en ai plein. Je te dis mes deux du moment, pour un tour. Allez, on fait une deuxième. Il y en a une que tu as cité tout à l'heure, c'est mieux vaut fait que parfait.
Mieux vaut fait que parfait. Ouais. C'est la chose qu'on répète dans notre équipe. On se l'est imprimé sur des mugs. On se la met tout le temps, partout. Enfin, tu vois, on préfère toujours que ce soit fait, que ce soit parfait. C'est la première. Et en deuxième, j'ai un mémo sur lequel c'est marqué « Arrête de poser des questions, recopie ce qui marche ». Et si je pense qu'à un moment donné, on a toujours cette envie d'aller inventer des trucs, d'aller créer de la nouveauté, etc. Et il faut, je pense, à un moment donné, il faut utiliser ce qui marche. Quand je dis recopier, ça veut pas dire plagier. Attention, je fais une grosse différence avec ça. Mais recopie ce qui marche, c'est-à-dire que si voilà, t'as quelqu'un dans ton domaine marche avec des podcasts, fais des podcasts. Si quelqu'un dans ton domaine marche en faisant des webinaires, fais des webinaires. Si c'est, je sais pas, quelqu'un dans ton marché fait des vidéos qui s'appellent les 5 étapes pour patati patata, fais 5 étapes pour patati patata, enfin tu mets autre chose dedans, mais recopie ce qui fonctionne en fait. Ne cherche pas, on cherche toujours à réinventer le machin ou à vouloir démontrer qu'on est plus intelligent que la moyenne, alors qu'en fait il y a des choses qui marchent déjà très bien aujourd'hui. Ne jamais réinventer, toujours utiliser ce qui marche et l'adapter à sa personnalité. Eh bien ça sera donc la conclusion de ce podcast et je te remercie Antoine pour ton passage et je te dis à très bientôt, donc avec probablement la plateforme du rire. En tout cas, j'espère que tu feras l'inauguration de la plateforme avec ton propre one-man show. En attendant, n'hésite pas à revenir sur le podcast. Voilà, après. T'as mis poisson vert, donc je te challenge aussi. Les gens vont t'attendre sur la plateforme pour rire. Allez, je te dis à très bientôt en tout cas. Merci Antoine. Merci. Salut à tous. Bye. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.